Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées pour la petite FAQ qu'on va tourner aujourd'hui. Donc je profite qu'il y ait un typhon actuellement en Chine pour t'enregistrer ce genre de petites vidéos un petit peu plus perso où je vais répondre au total à plus de 50 questions. Voilà, vous m'avez envoyé pas mal de trucs. Merci à tous ceux qui m'ont participé, qui ont envoyé des questions. Je vous ai mis un minutage en description de la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Comme ça, tu peux directement aller à la question qui t'intéresse. Tu verras, je les ai classés par catégorie. Comme ça, tu peux suivre la catégorie qui te plaît le plus. Ça va être une longue vidéo. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Mais désolé d'avance, il y a certaines questions que j'ai pas pu prendre parce que soit je savais pas, soit parce que le sujet était pas était un peu trop sensible ou passait pas sur YouTube. Il y en a certains quand on parle de la Chine malheureusement qui passent pas sur YouTube. Donc c'est parti. Je vais commencer par la catégorie mon parcours, donc tout ce que j'ai pu faire avant de partir en Chine. Question numéro 1 de Alain qui me demande par rapport, tu as fait des études de chimie, jusqu'où tu es allé, dans quel domaine comptais-tu te spécialiser avant ta reconversion, et plus largement pourquoi est-ce qu'on trouve si peu de vulgarisateurs en chimie sur YouTube alors que l'histoire des découvertes chimiques est passionnante. Alors, salut Alain, merci pour ta question. Effectivement, j'ai étudié la chimie, moi à la base, je suis pas du tout dans les langues. J'ai commencé par un PCSI, donc une prépa où tu fais beaucoup de physique et de chimie. Après, j'ai fait un IUT chimie, donc je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, il faudrait vérifier, mais je pense que oui. Le DUT, en fait, l'avantage, c'est que tu fais beaucoup plus de pratique qu'en prépa. La prépa, c'est plutôt la théorie, le UT, c'est la pratique. Et après, j'ai fait une école à cheval d'ingénieur ou de commerce. Alors, c'était une école d'ingénieur, mais avec des cours de business, donc d'économie, marketing, etc. Et j'ai pas travaillé après dedans, en fait, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas continué. Je suis directement parti sur la branche commerciale et pas du tout chimique, alors que pourtant, effectivement, j'aime beaucoup la chimie. Ma spécialité, je sais pas si on peut parler de spécialité, moi, c'était surtout tout ce qui était RMN. Donc, RMN, c'est un outil pour mesurer des échantillons assez précisément, et je trouve que la technologie qui est derrière, elle est passionnante, très technique. Faut vraiment être chaud en mécanique quantique. C'était mon cours préféré d'ailleurs quand j'étais chimiste. Mécanique quantique, donc il faut analyser le spin des électrons pour aller analyser ton échantillon. C'est vraiment une technologie incroyable. Et d'ailleurs qui est très utile encore aujourd'hui en médecine. Voilà. Donc si je pouvais donner une spécialité, bon, c'était pas vraiment ma spécialité, c'est juste mon cours préféré, c'était ça. Parce que moi, j'étais pas très bon en pratique, pardon. C'est-à-dire que tout ce qu'il fallait faire en TP et tout, bon, c'était pas trop ma force. Par contre, la théorie, là, j'étais chaud. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas continué après derrière, parce que les labos, ça m'a assez saoulé. J'ai passé beaucoup trop de temps en laboratoire de recherche. Ça m'a pas trop plu. Par contre, la théorie derrière me plaît toujours autant, et même aujourd'hui encore, tu vois, je continue de me documenter dessus. D'ailleurs, par rapport à ta deuxième question, pourquoi est-ce qu'on trouve si peu de vulgarisateurs en chimie alors qu'effectivement c'est assez intéressant. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup en français, je pense, mais en anglais tu pourras en trouver. En français, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout la physique, tu vois, la chaîne que j'aimais beaucoup, la Science Étonnante, David Louaptre, je crois. Lui, il a fait son doctorat en physique, mais il parle de temps en temps de sujets sur la chimie, donc tu peux aller voir. Et sinon, un autre vulgarisateur là, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin pas longtemps, si, ça fait longtemps que je le connais, mais il était à la base dans l'aviation, il s'appelle Aldo Stéron, il raconte des histoires, des catastrophes qui se sont arrivées, et il les raconte d'un point de vue très technique, donc de la genèse de l'accident jusqu'à comment c'est arrivé. Et récemment, il s'est mis à parler d'accidents industriels, donc des incidents qui impactent beaucoup de chimie dedans, et il explique justement les réactions, ce qui est assez rare, franchement, des vulgarisateurs qui parlent de chimie sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup, donc je te conseille d'aller le voir, il s'appelle Aldo Stéron, pardon. Il a plusieurs canaux, mais il y en a un spécialisé sur les accidents. Ok, question suivante. Martin, qui m'a envoyé beaucoup de questions. Alors, je les ai mis un peu dans différentes catégories, Martin. Merci encore pour toutes tes questions. Elles étaient toutes très intéressantes. Je crois que je les ai toutes prises. Alors, tu me demandes, j'étais un peu cherché sur Internet. Effectivement, je suis tombé sur toi. Tu as donc commencé par travailler à Paris, mais dans quoi ? Alors, à la base, comme je te disais donc avant, j'ai fait des études de chimie. Donc, à la base, moi, je suis parti tout de suite sur l'industrie chimique. Donc, je travaille dans une entreprise en France, à Paris, qui vendait du matériel industriel de mesure. Donc, il fallait comprendre un peu, tu vois, la chimie, par exemple, le pH, comment ça marche. Voilà, tu peux pas vendre des électrodes de pH si tu sais pas un petit peu comment ça marche, le pH. Et surtout, il faut comprendre les process, parce que c'est des gros industriels, tu vois, genre Sanofi, qui ont plein de lignes de production avec des process assez compliqués. Et donc, si tu veux leur vendre du matériel pour mesurer tout ce qu'ils font,
il faut quand même comprendre un minimum leur métier, tu vois. Donc c'est là où ça m'a un peu aidé quand même la chimie, tu vois, j'ai pas complètement bifurqué, mais c'est vrai que moi j'étais dans la partie vraiment marketing, donc en gros je m'occupais de leur site, je m'occupais de faire en sorte qu'ils soient visibles sur internet et que les clients qui cherchent des électrodes ou des appareils de mesure, ils puissent les trouver. Voilà, ça a été mon travail pendant 2 ans à la fin des études, donc tu vois, toujours rien à voir avec les langues, d'ailleurs on n'a même pas besoin de parler anglais ni rien, c'était en France, quoi, donc les langues c'est venu bien après en tant que passion, hobby, tu vois. Alors, question suivante, Anonyme, alors ça vient de YouTube je crois, Anonyme 2.0, qui demande: bonjour Alex, j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre le chinois. En fait, ce qui m'a motivé, c'est simplement que, bon voilà, j'étais dans cette boîte à Paris, ça se passait bien, le travail était intéressant, mais j'avais 3 heures de transport par jour quasiment, parce que j'habitais en banlieue et la boîte était à Paris. Donc pour les gens qui travaillent, qui font la navette comme ça à Paris, vous connaissez le RER, le métro, tout ça, on est facilement à 1h30 aller, 1h30 retour. Donc j'avais beaucoup de temps libre. Donc c'est pour ça que je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire de tout ce temps libre, parce que mine de rien, 3 heures par jour, c'est beaucoup. Alors tu pouvais à l'époque écouter de la musique, jouer sur ton téléphone, lire des livres, mais c'est vrai que quand tu fais des changements de transport ou quoi, c'est pas toujours pratique les livres, ou même toi, apprendre. Je voulais apprendre de la programmation, moi à la base, mais dans les transports c'est un peu compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, ça serait bien d'apprendre une langue, c'est assez facile d'apprendre une langue dans les transports avec un podcast. Et j'hésitais beaucoup entre l'espagnol et le chinois, parce que l'espagnol, ça t'ouvre pas mal de portes aussi, notamment de voyage. Et finalement, je suis parti sur le chinois, parce que quand j'allais dans les échanges linguistiques le week-end, là, pour participer à des petits échanges, notamment pour pratiquer l'anglais, il y avait beaucoup de chinois, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'hispaniques. Il y avait beaucoup de chinois, et ils étaient super sympas, et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais tester, c'est vrai que le chinois, c'est pratique, ça peut être utile dans la vie professionnelle aussi, et en plus, ça a l'air intéressant comme langue, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, tu vois, voilà. Je me suis dit, tiens, c'est cool, je me suis pris dans le jeu, voilà. Chaque fois, je faisais des progrès chaque semaine, ça m'a motivé à continuer, etc., etc. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Patricia qui demande: pourquoi et comment es-tu partie vivre en Chine? Est-ce que tu cherchais à complètement changer de vie, ou à fuir une routine qui te convenait plus, ou simplement découvrir un pays qui t'attirait? Un peu des trois, Patricia. En fait, c'est pas que je m'emmerdais, j'ai pas cherché à fuir ma vie à Paris, ça se passait bien d'ailleurs, franchement c'était cool, hein, j'avais un CDI, je travaillais dans la capitale, donc je sortais souvent après le soir derrière, mais je m'emmerdais. Enfin, c'est-à-dire que quand j'allais dans les échanges linguistiques, là, les cafés des langues dont je te parlais juste avant, tu rencontres beaucoup de voyageurs, tu sais, tu rencontres des gens qui ont voyagé aux 4 coins du monde, ils ont toujours plein d'histoires intéressantes à te raconter, et toi t'es coincé dans ton taf à Paris, là, tu te dis, putain, je vais encore faire du Excel, voilà, enfin, c'est pas que ça me saoulait, j'aimais bien ce que je faisais, mais je trouvais que les personnes qui partaient justement à l'aventure comme ça, avec un sac à dos, en mode, vas-y, rien à foutre, je vais découvrir le monde, moi ça me faisait rêver, tu vois, genre à chaque fois que j'entendais leurs histoires, je me disais, faut trop que j'y aille, faut trop que j'y aille, jusqu'au jour où je me suis dit, bon voilà, il n'y a plus rien qui me retient, il n'y a rien qui me retient de spécial, c'est le meilleur moment pour le faire, je crois que j'avais 25-26 ans, un truc comme ça, et puis go, quoi, tu vois, genre à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et puis il faut y aller. Donc je suis parti en Chine parce que j'apprenais le chinois à cette époque et que ça se passait bien. Je me suis dit, prochaine étape, c'est quoi? C'est de partir apprendre au moins plus de chinois en Chine d'abord et puis peut-être travailler là-bas après si ça se passe bien. J'ai pas pris de gros risques en fait, parce que tu vois, si jamais ça se passait mal, pour X raisons, parce que avant de partir en Chine, moi je connaissais rien, tu vois. J'étais jamais parti là-bas, je connaissais juste quelques personnes des cafés des langues, mais bon, c'est tout, quoi. Donc je m'étais dit, si jamais ça se passe mal, j'avais quand même un plan B qui était solide. C'était de revenir en France et de trouver un nouveau travail. Bon, j'avais déjà de l'expérience, j'avais un diplôme, voilà, ça s'était bien passé dans ma précédente expérience. Je prenais pas tant de risques que ça, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, go. Voilà, ça faisait 2 ans que je travaillais à Paris, et c'est bon, tu vois. Si ça se passe mal, au pire, je reviens. Donc c'est comme ça que je suis parti. Donc c'était un peu un mix des trois, Patricia, pour te répondre. Martin qui demande: ensuite tu es parti à Shanghai, pourquoi cette ville et pas une autre? Alors à la base, moi j'étais parti à Kunming, donc c'était une petite ville dans le Yunnan, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'était une ville où la vie n'est pas chère. Parce que quand tu pars comme ça, sans travail, sans rien, tu vis sur tes économies plus ou moins. Donc moi j'avais fait un peu d'économies en travaillant à Paris, mais après voilà, il faut pouvoir tenir au moins 1 an, et moi je connaissais pas le prix de la vie en Chine, tu vois, je connaissais rien du tout, donc j'ai dit bon, je vais pas partir à Shanghai parce que ça m'a l'air d'être des grosses villes où ça coûte cher, et puis surtout Kunming, c'est une ville où le climat, moi c'est pour ça qu'on me l'avait recommandé,
est plus agréable qu'ailleurs. Et effectivement, je te confirme, après, avec le recul, après avoir vécu dans plusieurs villes, effectivement, Kunming, il fait pas aussi chaud qu'à Shanghai l'été, tu vois, tu n'es pas en train d'étouffer avec la chaleur de dingue de Shanghai. Et l'hiver est aussi plus agréable, même s'il fait froid, tu vois, on te vend souvent le truc en disant que Kunming c'est une ville où il fait le printemps toute l'année. C'est pas vrai. En fait, il y a des saisons. C'est juste que c'est plus agréable que le reste. Et surtout, c'est très bien situé. C'est dans le Yunnan, donc tout au sud de la Chine. C'est une magnifique région pour voyager. C'est génial. Et surtout, t'es pas très loin de la frontière, enfin des frontières avec d'autres pays du sud asiatique. Donc, si tu as des problèmes de visa ou quoi, c'est assez facile de faire des visa run. Voilà, la région est jolie. Les gens sont super sympas. La bouffe est incroyable. Donc, c'est beaucoup mieux que Shanghai, en particulier si tu veux apprendre le chinois, parce que t'es dans une atmosphère plus chinoise que Shanghai ou même Pékin, qui sont des villes plus internationales, tu vois. Et puis surtout, le prix de la vie est vraiment très très bas par rapport aux autres villes. Donc si tu veux étudier au moins 1 an, parce que c'était mon plan à la base, tu vois, bah ouais, carrément, tu vois, c'était vraiment une ville qui cochait tous mes critères. Marie qui demande... Comment as-tu réussi à vivre financièrement pendant tes premières années sur place avant de travailler à Shanghai? Oui, donc Shanghai, en fait, je suis allé après travailler, effectivement. Mais les premières années, les 2 premières années exactement, j'ai pas travaillé en fait. Donc j'ai vécu avec mes économies que j'avais eues en France en travaillant et en faisant des petits boulots des fois, de temps en temps. Au début, comme je connaissais pas le coût de la vie, je savais pas du tout, tu vois. Donc tout de suite, j'ai cherché un petit travail pour juste payer au moins la bouffe, tu vois, les trucs sur place. Donc de prof de langue, j'ai enseigné un petit peu de français, même d'anglais, alors que je suis pas natif. Enfin bref, j'aurai l'occasion de revenir sur ces expériences, mais en gros, ça coûte pas très cher la vie là où j'étais, à Kunming. Pour te donner une idée, Marie, à peu près en mensuel, je devais dépenser à tout péter 500 € et ça comprenait le loyer. Donc tu vois, franchement, tu te ruines pas. Donc en plus, j'étais bien placé, j'étais en plein centre-ville en coloc. Et dans un vieil appartement, certes, mais bien placé. Et en plus, comme il fait pas très froid ni très chaud, ça va, t'as pas besoin de t'équiper non plus en chauffage ou quoi. Donc c'était super. Et la vie coûtait rien. Je me souviens les bols de missienne. Donc missienne, c'est une sorte de nouilles. Enfin, c'est pas des nouilles, c'est des pâtes de riz un peu gluantes. Pour te donner une idée, un gros bol de missienne là qui te cale, ça a coûté 9 kwai. 9 kwai, ça fait quoi? Ça fait 30 centimes. 30 centimes d'euros, bah, tu manges un bon gros bol là qui te cale bien. Franchement, tu peux pas te ruiner quoi. Tu peux pas te ruiner à part si tu vis dans un appart de luxe et que tu sors tous les soirs. Mais si tu es comme moi et que tu pars étudier le chinois, donc a priori tu vas pas sortir tous les soirs. Franchement, tu peux tenir. Pour te donner une idée, Marie, j'avais fait un budget que je pourrais te partager si tu veux. Parce que bien sûr, chaque personne est différente, ça dépend de ton style de vie. Mais au total, je me souviens que tout compris, avec les billets d'avion, les frais d'études et tout, j'en avais pour 5 000 € par an, tout compris, sans se priver particulièrement, inclus le logement et tout, tu vois. Donc ça va. Franchement, 5 000 €, franchement, si tu as fait des économies en France, tu peux vivre quelques années tranquille. Après, en plus, j'avais travaillé un peu aussi là-bas de temps en temps, qui payait bien d'ailleurs. Donc franchement, financièrement, je m'en suis très bien sorti. Martin qui demande quel travail exerces-tu là-bas? Bah, le même qu'en France, c'est-à-dire qu'en France, je m'occupais d'un site internet pour une entreprise qui voulait se développer en ligne. Et ben à Shanghai, du coup, parce que je suis parti à Shanghai après, je faisais la même chose, mais pour une boîte qui vendait aux États-Unis, donc qui vendait à de la clientèle américaine. Mais pareil, ils avaient un site, ils avaient besoin de quelqu'un pour s'en occuper, bah j'étais là pour ça. Donc oui, je suis parti à Shanghai après. La raison, c'est parce que à Kunming, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi. En vérité, c'est une région qui est assez pauvre encore. Alors ça se développe, hein. Ils ont le métro maintenant d'ailleurs, cool. Mais à mon époque, c'était très... Voilà, à part être prof de langue, il n'y avait pas grand-chose à faire. Si, il y avait du tourisme, beaucoup de touristes là-bas, parce que c'est une magnifique région, donc franchement, je vous invite à découvrir. Mais si tu veux travailler, moi, toi, j'étais dans le web, il n'y avait pas de travail pour moi, quoi. Il y avait juste une agence web qui attirait des étrangers pour visiter le Yunnan, mais à part ça, je voyais pas trop ce que j'allais faire, quoi. Donc, pour étudier le chinois, pour vivre la vie cool, la vie tranquille en Chine, parfait, mais pour travailler, gagner de l'argent, nul. Donc, je suis parti à Shanghai, là, c'est là que toutes les boîtes étrangères sont installées, c'est la ville où tu es le mieux payé de Chine, c'est évidemment là-bas que je suis parti après, donc, pour travailler. Martin qui demande aussi, je crois aussi que tu as une famille bien remplie, comment as-tu trouvé ta compagne, si je puis dire? Alors, en France, Martin, en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on s'est rencontrés en France via des amis communs. Faut comprendre. Alors, on aura l'occasion d'y revenir dans la FAQ, parce que pas mal
vous avez été nombreux à me poser la question justement là-dessus. Mais en Chine, ce qui marche le mieux pour rencontrer quelqu'un, c'est le réseau, le guanxi. C'est-à-dire que quand tu es validé socialement par quelqu'un, après, il te présente à tout son entourage, qui eux-mêmes vont te présenter à tout leur entourage. Tu sais, c'est pas comme en France, ça va pas se diluer en fonction de l'éloignement avec la relation. Au contraire, tu peux comme ça, à partir d'une personne qui, entre guillemets, t'a validé, tu peux après rencontrer plein de monde. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, tout simplement. Donc on s'est rencontrés en France. Malheureusement, je partais en Chine juste après, et on s'est retrouvés en Chine plus tard, quand elle est revenue vivre ici. On s'est retrouvés, en quelque sorte. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas eu d'histoire particulière à raconter par rapport à ça. Rita qui demande: qu'est-ce que tu cherches encore à comprendre dans la vie? Oula, c'est une bonne question, Rita, pour terminer ce premier module. Qu'est-ce que je cherche à comprendre dans la vie? Alors, c'est une question assez philosophique. J'ai pas préparé les questions, au fait. Je les ai triées par catégorie quand même, pour que ça soit un peu logique, mais je n'ai pas préparé de réponse, je t'avoue. Rita, comment je pourrais te répondre? En fait, j'ai pas vraiment d'objectif particulier où je me suis dit, voilà, il faut que je maîtrise tant de caractères ou tant de langues dans ma vie ou quoi. Je fonctionne beaucoup à la curiosité, c'est-à-dire que à partir d'un sujet qui m'intéresse, tu découvres après plein d'autres petits sujets derrière. Par exemple, je te donne un exemple qui m'est arrivé là il y a quelques jours. J'ai regardé Le Grand Bleu à la télé. Et voilà, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, que j'ai vu plein de fois même. Mais en fait, là, le fait de le revoir, voilà, c'est le typhon en plus, ça, c'était ambiance aquatique. Je me suis posé plein de questions en regardant le film, genre, ah tiens, c'est marrant, leur truc de No Limit, là, ils font de l'apnée super loin, ça a l'air dangereux comme truc. Donc je vais sur Wikipédia, tu vois, je check un peu comment ça marche. Je découvre plein d'autres sujets intéressants, genre la narcose, comment ça marche, c'est quoi les dangers quand tu vas très profond dans l'eau, pourquoi ils doivent attendre plein de temps avant de remonter, c'est quoi les dangers finalement, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe si le mec il s'évanouit. Enfin, je me pose plein de questions en regardant le film. Donc, je vais faire des recherches, et puis en faisant mes recherches, je découvre encore plein d'autres sujets intéressants. Genre, j'ai découvert qu'il y a des Français qui se sont amusés à taper des records de ouf dans des caissons sous pression, là. Ils ont passé des jours entiers pour observer le phénomène de, je sais plus comment ils appellent ça, là, quand les gaz rentrent dans ton sang, dans tes tissus. Il y a un mec, il a tenu genre, je sais plus, plusieurs semaines comme ça, et je me suis dit, mais c'est des malades les gars, tu vois. Et après, j'ai regardé les compétitions d'apnée, comment ça se passe, j'ai découvert que c'était interdit le no limit, tu vois, plein de trucs que je connaissais pas, tu vois. Et comme ça, à chaque fois que je creuse, je découvre encore plein d'autres sujets qui m'intéressent, voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Rita, je sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, voilà, c'est ma manière de fonctionner. Ok. On passe deuxième catégorie, par rapport à tout ce qui est apprentissage du chinois. J'ai reçu pas mal de questions aussi là-dessus. Alors je vais les reprendre une par une. Lily, première, combien de temps tu as mis pour apprendre le chinois et atteindre ton niveau actuel, et où l'as-tu appris? Alors Lily, par rapport à l'apprentissage du chinois, j'ai écrit un article complet là-dessus qui te revient vraiment étape par étape. Tu peux le trouver assez facilement sur le site. Sinon, je te résume très rapidement comment j'ai fait. Donc j'ai commencé en France, à la base dans les transports en commun, suite à la question précédente. Donc j'ai écouté beaucoup de podcasts à la base, moi. J'ai commencé comme ça, parce que dans les transports, tu peux pas trop sortir des manuels et commencer à écrire des caractères sur des cahiers. Donc j'ai commencé dans les transports en commun avec des podcasts. Le premier podcast que j'ai utilisé, c'était Michel Thomas. Donc c'est un podcast très lent, qui reprend, en fait, qui se place dans une petite classe avec un prof et 2 élèves, et tu apprends 1 ou 2 mots par cours. Donc c'est extrêmement lent, mais pour un débutant complet, comme moi, c'était mon cas, c'était super. Franchement, je recommande à toutes les personnes qui sont un peu dans cet état d'esprit que j'étais à l'époque, c'est-à-dire, j'avais tout le temps peur d'abandonner. Voilà, c'était ma crainte. J'avais des a priori très négatifs sur la langue chinoise. Je pensais que c'était très difficile, que ça allait être ultra dur. Donc j'avais vraiment peur d'abandonner, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec ce podcast, parce qu'on me l'avait recommandé. On m'avait dit, t'inquiète, celui-là il est cool, vas-y tranquille. Michel Thomas, en plus, en français. Par contre, ça va pas très loin, il y a genre 20 leçons, et puis comme c'est très lent, tu arrives à un maximum de 20 mots peut-être. Mais ils mettent l'accent sur les tons, et c'est très rare les méthodes qui font ça, donc en tout cas, je tenais à le mentionner. Après, j'ai enchaîné avec Pimsleur, qui est une autre méthode podcast, mais en anglais déjà, et surtout plus orientée pratique. Ça m'a beaucoup aidé, parce que tu vois, je participais tous les week-ends à un échange linguistique, là. Et mine de rien, tout ce que j'apprenais en Pimsleur, j'étais capable de l'utiliser tout de suite. Donc ça m'a permis de passer directement de la théorie à la pratique très rapidement. Et ça, c'est vraiment génial, hein. C'est ce que je recommande pour progresser en chinois. Et voilà, donc j'ai commencé avec ça. Après, j'ai fait du Chinese Pod. Chinese Pod, c'est des petits audios, des petites conversations.
et après il y a 2 personnes qui vont analyser la conversation. Alors c'est en anglais encore une fois, mais ils ont une bibliothèque tellement grande que franchement, tu peux trouver ton bonheur, surtout les vieux podcasts. Alors ça a pas mal changé au Chinese Pod aujourd'hui, mais à l'époque, tu prends les vieux podcasts entre 2015 et 2020, c'était un peu l'âge d'or, tu vois, et franchement c'était trop bien. Les autres, c'était vraiment cool. Tu vois, John Pasden, qui même aujourd'hui encore, je continue de le suivre, il était à l'époque dans Chinese Pod. Donc en anglais, malheureusement, si tu parles en anglais. Et après, donc, j'utilisais surtout Enki pour l'écriture. Enki, qui est une application qui permet de réviser son vocabulaire très facilement, très efficacement. Je faisais ça le matin avant d'aller au travail, et surtout au travail, des fois en cachette, tu sais, pendant les pauses ou quoi. Je faisais un peu de Enki. J'avais toujours un petit cahier caché où j'écrivais mes caractères. Donc c'était ma manière de faire. Et je faisais aussi, j'avais une application de dictionnaire pour tracer les caractères à la main, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est dommage, parce que franchement elle était bien cette application, elle s'appelait eSuite Dictionary, c'était développé par un Français en plus sur les Windows Phone à l'époque. C'est dommage que ça n'existe plus, parce que vraiment c'était une bonne appli. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider à la développer, un développeur ou quoi, c'est vraiment le genre de projet, moi ça m'a tellement aidé en fait, et je le retrouve pas aujourd'hui, nulle part. Il n'y a aucune application qui reprend cette fonctionnalité où tu avais un petit calque et tu devais redessiner ton caractère avec ton doigt. C'est tellement efficace que je comprends pas qu'il n'y ait pas d'application qui ne le fasse pas. Bon, bah en tout cas, si quelqu'un est chaud pour la développer avec moi, c'est une petite annonce. Mais voilà, donc tu vois, c'était vraiment une sorte de routine minimaliste, basée beaucoup sur de l'audio, un peu de révision avec Enki et beaucoup de pratique, donc le week-end avec des échanges linguistiques. C'est comme ça que je m'y suis pris. Après, je suis parti en Chine, où là, je m'y suis mis à plein temps. Mais ma routine à plein temps n'était pas très différente de ma routine en France, tu vois. C'était juste, j'en faisais beaucoup plus qu'avant, mais c'était plus ou moins pareil. La seule chose que j'avais rajouté, c'était un cours en petit groupe dans l'école où j'étais à Kunming. Mais j'y allais une fois sur 2, une fois sur 3, et puis après, plus du tout, parce que en fait, j'allais tellement plus vite que le groupe qu'à un moment donné, je voyais pas l'intérêt d'aller en cours si c'était pour voir des trucs que je connaissais depuis longtemps. Le seul moment où où j'y suis allé beaucoup, c'est quand tous mes camarades avaient abandonné. Donc quand je suis allé dans le niveau 4 là, tous mes camarades ont abandonné le cours. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui s'en foutaient, il y en a qui voulaient plus y aller. Enfin, je sais plus pourquoi ils y allaient plus. Et je me suis retrouvé, on n'était plus que 2 en fait avec le prof. Donc c'était presque un cours particulier où là ça avançait très vite. Surtout que la fille avec qui j'étais là, c'était une américaine. Elle était ultra déter, elle voulait apprendre la Bible en chinois. Je sais plus pourquoi elle voulait faire ça, mais en tout cas, c'était son objectif. Et elle était ultra déter. Et j'étais en mode, ah cool, enfin quelqu'un qui est un peu dans le même délire. Allez, on va speedrun le truc. Et tous les jours, on arrivait ultra chaud, ultra préparé, ultra motivé. Et ça allait super vite, quoi. Par contre, quand les autres sont revenus l'après, dans le semestre d'après, je suis reparti à ma routine d'autodidacte. Je me suis dit, vas-y, fuck, les gens, ils sont trop lents. Moi, j'apprends plus vite tout seul. Donc, voilà, c'est plus comme ça que j'ai fait. Mais j'ai pas changé vraiment de routine, tu vois. C'est juste que, par exemple, les podcasts de Chinese Pod, je les faisais au niveau 5 ou 6, c'était le niveau, ils appelaient ça Upper, Intermediate et Advanced. Donc je montais en gamme, tu vois, genre quand tu arrives au niveau avancé, c'est plus des petits podcasts, c'est carrément des extraits de films, quoi. Donc j'étais arrivé à un niveau où ouais, je comprenais bien l'oral, quoi. Est-ce que tu continues encore aujourd'hui à apprendre le chinois et comment? Bah ouais, je continue toujours. Alors moins intensivement qu'avant, évidemment, mais je continue toujours. J'ai ma petite routine, je fais mon petit Enki, je fais mon petit texte ou mon petit audio, et puis surtout, je m'entraîne beaucoup à construire des phrases. Tu sais, je challenge. Je me dis, tiens, comment je pourrais traduire cette phrase là? Toi, tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, j'ai fait un peu de comment je traduirais. J'ai appris inconsciemment quelque chose, tu vois. Genre, comment tu conduis le inconsciemment, tu le mets où? Quel genre de... Enfin, est-ce que tu utilises un adverbe? Est-ce que tu utilises un verbe? Est-ce que tu utilises un nom? Enfin, tu vois, je me pose encore pas mal de questions comme ça. Et je m'auto-évalue et j'essaye de construire mes petites phrases tous les jours. Et c'est comme ça que je fais. Et quand je trouve un truc intéressant, d'ailleurs, je le partage à la communauté. Donc, j'étudie moins qu'avant. Mais je continue ma petite routine, 30-40 minutes à peu près, tu vois, par jour. C'est très bien, hein, t'entretiens ton niveau, tu continues d'apprendre des nouveaux trucs, et puis tu fais le ménage, tu testes des nouvelles méthodes aussi. J'en teste beaucoup par mon travail, on en parlera après. Mais je teste pas mal de méthodes qui m'apprennent aussi des trucs. Donc j'ai la chance, en fait, à travers mon travail aussi, de continuer d'apprendre le chinois. Marie, après toutes ces années, considères-tu que tu parles chinois couramment? Une telle chose est-elle possible? Oui, Marie, tout à fait, une telle chose est possible. Alors après toutes ces années, est-ce que tu considères que tu parles couramment chinois? Non. En fait, ça dépend, parce que
qu'est-ce que tu définis par courant? Tu vois, on n'a pas tous la même définition. Je sais qu'en France, on est assez complexé par rapport à ça. Genre, quelqu'un qui dit je suis bilingue anglais, il va se faire juger, tu vois. Alors que bilingue anglais, ça dépend comment tu le définis. Donc, courant, pour moi, ça veut dire que tu es capable de t'exprimer sans faire de grosses erreurs, sans chercher tes mots, sans faire des gros malaises, tu sais, où tu as utilisé les mauvais termes. Et surtout, tu es capable de comprendre en retour sans demander à répéter toutes les 5 minutes. Donc, typiquement, tu es capable de suivre une conversation entre natifs, même si ça va vite, même s'il y a des accents, même si parfois il y a du dialecte. Tu es capable, en fait. Tu es capable de suivre. Donc, ça, oui, clairement. Après, ça dépend des sujets aussi. Hein. Si tu me demandes de parler du quotidien, de ce que je fais tous les jours, il n'y a pas de souci. Si tu me demandes de parler sur un sujet que je connais pas, au hasard, l'industrie automobile, non, genre je connais pas les mots, j'ai rien appris du tout, c'est pas possible. Donc il faut un petit peu de préparation, mais si tu m'interroges sur le quotidien, ça va, il n'y a pas de souci. Après voilà, ça dépend ce que tu attends par couramment. Et puis à l'écrit, j'aime beaucoup lire aussi. À l'écrit, je suis plus fort qu'à l'oral, je pense, en lecture. Donc ça dépend si tu me demandes d'écrire ou pas tous les caractères, si c'est de mémoire ou pas. Pareil, c'est une question assez large, mais ouais, je pense que je me démerde pas mal, surtout en lecture. Une telle chose est-elle possible? Oui, tout à fait. J'ai partagé sur le forum récemment des extraits d'étrangers qui vivent en Chine, mais qui font du contenu en chinois. Donc eux, ils travaillent toute la journée en chinois, ils ont des collaborateurs chinois tous les jours, ils vivent en Chine, et surtout, ils ont passé beaucoup de temps à étudier la langue et à la pratiquer. Donc eux, ils ont carrément un niveau que je qualifierais de natif, en fait. C'est-à-dire qu'au téléphone, un natif ne serait pas capable de discerner que c'est des étrangers, tu vois. Donc c'est tout à fait possible, mais par contre, il faut réunir certaines conditions, quoi. C'est-à-dire vraiment pratiquer un maximum, parce que c'est ça en fait la différence avec moi, c'est que moi, oui, je travaille dans le cadre de mon activité, j'utilise beaucoup de la langue chinoise, mais je ne l'utilise pas en parler tous les jours, tu vois, genre si tu me sors de mes sujets que je connais, bon, voilà, je suis un peu perdu. Alors que eux, vraiment, ils peuvent te parler de n'importe quel sujet, ils sont super bons. Je te les remettrai sur le forum, Marie, si tu veux aller voir. Moi, je trouve que c'est bien, c'est une inspiration, tu vois, genre quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ils sont super bons, les mecs. Genre, même les natifs, ils n'arrivent pas à discerner leur accent et tout, tu vois. Donc c'est possible, ouais. Par contre, il faut travailler, clairement. Zero, officiel, qui demande quels sont tes conseils pour apprendre le chinois rapidement. Alors, rapidement, je te conseille d'aller voir un mec qui s'appelle Scott Young. Moi, ça a été mon inspiration au début, qui a fait un challenge une fois sur 90 jours, donc 3 mois, où il s'était donné l'objectif d'aller le plus haut possible. Il ne savait pas trop jusqu'où on pouvait aller. Et pour te donner une idée, il a validé le HSK4 en 3 mois, en partant de zéro. Donc c'est pas mal. Franchement, ça dépend ce que tu entends par rapidement, hein, c'est pareil, mais je trouve que de 0 à HSK4 en 3 mois, franchement, c'est cool. Et moi, quand j'avais vu ça à l'époque, je me suis dit, waouh, mais le mec, il est... En fait, c'est possible, tu vois. Genre, moi, j'avais cette idée reçue dans la tête que le chinois, c'est une langue très difficile, que ça prend des années, voire pas possible pour un étranger d'apprendre la langue. Et je vois un gars, là, un Américain, qui se dit, tiens, on va se faire un petit speedrun, là. Allez, hop, c'est parti. 3 mois, il a fait intensif, évidemment. Mais quand même, de 0 à HSK4, donc c'est à peu près B1, B2, tu vois, c'est entre les deux, en 3 mois, franchement, c'est cool. Hein. Alors, évidemment, il a utilisé des méthodes très différentes, mais il a utilisé 3 trucs en fait. Il a utilisé beaucoup de Enki, hein, c'est pas pour rien que j'en parle souvent sur cette chaîne. Il a fait beaucoup d'exercices, donc il s'est auto-exercé, ça c'est pas mal. J'en reparlerai après parce que ça fait partie des trucs que peu de gens font, c'est-à-dire que les gens ils vont écouter un podcast ou ils vont lire un texte puis ils vont passer à la suite. C'est pas ça. Il faut t'interroger dessus, il faut faire des petits exercices, vérifier que tu as compris chaque mot, chaque terme, chaque structure. Et après, tout le reste du temps, donc la moitié de sa journée quasiment, c'était de la pratique. Donc il s'était pris un tuteur, et il parlait. D'ailleurs, il a fait ça à Kunming. Tu vois, en fait, on se retrouve beaucoup à Kunming parce que beaucoup d'apprenants, justement, ils se lancent des challenges, et ils vont là-bas parce que les gens sont assez sympas, ils sont assez ouverts, il y a beaucoup de minorités ethniques, donc c'est facile d'échanger avec les gens, et ça te permet de pratiquer plus, en fait, tout simplement. Donc, les 3 conseils que je te donnerais, Zero, c'est consomme beaucoup au début. Trouve-toi une ressource que tu aimes bien, hein, ça peut être n'importe quoi, une application, un livre, des podcasts. Essaie de comprendre, surtout. Essaie de comprendre ce que tu lis, ce que tu vois. Si tu as des termes que tu connais pas, tu fais des recherches. Tu t'interroges avec des petits exercices. Tu t'auto-interroges, quoi, un peu comme Enki, tu vois, c'est un peu l'idée. Et tu t'auto-interroges comme ça tous les jours. Et surtout, tu pratiques. Donc là, tu pratiques soit avec des IA si tu n'as personne avec qui pratiquer, ça peut être des tandems, des correspondants, des tuteurs ou des professeurs, des petits groupes, n'importe en fait. Il faut
utiliser tout ce que tu apprends. Et c'était en gros les 3 piliers de la méthode du mec. Et moi, quand j'ai vu ça, bien sûr, après j'ai fait pareil, tu vois. Enfin, je me suis fait ma propre méthode, mais c'était basé sur les 3 fondamentaux, consommer, comprendre, pratiquer. Voilà. En gros, c'était ça. Amores qui demande: j'ai l'impression de ne jamais comprendre quand un natif me parle, même les mots que je connais et que j'ai appris. As-tu une solution pour augmenter la compréhension orale? Ouais. Amores, j'ai un super exercice pour toi. La compréhension orale, ça se travaille avec des dictées. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, c'était il y a longtemps, mais en gros, c'est l'exercice qui te fera le plus progresser parce que ça te force à tout comprendre. Tu ne peux pas remettre à l'écrit un audio si tu ne connais pas tous les mots. Et si tu veux faire l'exercice complet, tu les réécris en caractères. Comme ça, tu travailles tout. L'oreille, l'écrit et les caractères. Voilà. Et tu verras que cet exercice, il est difficile au début, mais il paye énormément. Si jamais tu ne comprends pas ce que tu entends, tu mets pause, tu ralentis, tu repasses, et tu mets sur un papier tous les mots que tu ne comprends pas. Et tu verras que à force de refaire, alors tu peux refaire les mêmes audios plusieurs fois, hein, mais à force de les refaire, tu vas voir que tu vas les entendre de plus en plus clairement, les mots, et surtout, tu vas plus les voir comme des mots, tu vas les voir comme des blocs. Parce que c'est un peu ce qu'on cherche à faire au début, c'est pas juste comprendre des mots, c'est comprendre des blocs, après des phrases, et ça va aller de plus en plus vite. Mais au début, il n'y a pas d'exercice plus efficace que la dictée. Donc si j'avais qu'un seul conseil à Maurice, ça serait ça. Fais des dictées et entraîne-toi en mettant pause à chaque fois, en remettant les audios, et surtout tu les ralentis si jamais c'est pas clair. Voilà, c'est l'exercice qui te fera le plus progresser. Lily qui demande: et quand on a commencé le chinois au lycée mais qu'on poursuit ensuite des études sans rapport avec les langues, comment continuer à progresser efficacement? Comme j'ai fait, hein, j'ai raconté un petit peu mon parcours. Moi j'ai pas fait de langue au lycée, j'étais catastrophique, hein, vraiment, je séchais les cours après, je peux pas trop me plaindre non plus. Et après j'ai fait que de la science, maths, physique, chimie pendant 5 ans. Donc j'avais un gros retard en langue quand je suis sorti d'études. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé à côté en construisant une petite routine. Donc je travaillais surtout le matin et dans les transports. Donc dès que je prenais le bus, le RER ou n'importe, le métro, je sortais mon petit carnet et je travaillais mes caractères, mon oral, etc. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir une routine en fait, en plus de tes études. Donc d'essayer de faire ça le matin avant d'aller au cours, dans les trains, ou le soir en revenant. Mais alors le soir, fais gaffe, on est souvent crevé. Le midi à ta pause déj, voilà, je sais pas combien de temps tu as pour manger le midi, mais en tout cas, tu peux tout à fait faire ta petite demi-heure de chinois si t'as un peu de temps. Et en tout cas, l'important, c'est d'essayer d'être régulier. C'est ça qui est le plus important au début, c'est la régularité qui paiera plus que l'intensité. Donc tant que tu as ça en tête, il n'y a pas de raison d'échouer. Et surtout, essaye de garder l'habitude après les études aussi, quand tu seras diplômé. C'est là où ça paiera encore plus, parce que quand tu chercheras un travail, tu pourras mettre sur ton CV j'ai appris le chinois, et finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça, tu vois, qui l'ont appris. Ça te permet de te différencier des autres. Franchement, c'est cool. C'est une bonne qualité à mettre sur son CV, même si on n'en a pas besoin au quotidien dans le travail. Je te souhaite de pouvoir mettre ça sur ton CV, Lily. Hugues qui demande: est-ce qu'il existe des gros accents régionaux lorsque les Chinois parlent mandarin, et à quel point peuvent-ils être différents? Alors oui, tout à fait, Hugues, tu peux avoir des gros accents des fois. Je pense par exemple au Sichuan. Tu peux avoir aussi des accents du Nord qui sont pas évidents à comprendre parce qu'ils vont écraser un peu les tons. T'as l'impression que tu as la ligne de ton là qui bouge, elle est toute droite, tu vois. Alors que dans le sud, c'est l'inverse. Au contraire, ils font des grandes intonations, mais par contre, les pinyin sont parfois pas corrects. Genre, je pense à Sichuan, tu vois, le SH, il est bizarre, il est prononcé comme un S des fois. Donc ça fait des gros accents, parce que mine de rien, le SH en pinyin, il y en a beaucoup. Donc il faut juste en avoir conscience. Tu sais, c'est un peu comme en France, en fait, hein. Nous aussi, en France, on a des accents. Tu prends l'accent du sud, l'accent du nord, même, je sais rien, l'accent parisien. Bah, en fait, on a des accents, tu vois, mais ça change pas. C'est pas aussi important que ce qu'on croit en fait. Peut-être le cantonais encore, franchement, j'ai déjà rencontré des cantonais qui parlaient très bien mandarin, hein, et il n'y a pas de souci pour les comprendre. Donc moi je pense pas qu'il y ait des gros accents régionaux, mais par contre ce qu'il faut avoir conscience, c'est que chaque région effectivement a son dialecte, et du coup chaque région a son accent quelque part. Mais surtout, c'est la jeune génération. Tout le monde parle mandarin, et c'est mandarin standard. C'est vraiment un mandarin clair. La plupart des jeunes aujourd'hui, tu peux pas savoir leur région natale. Ils arrivent à cacher leur accent. Là où c'est un peu plus marqué, c'est plus l'ancienne génération. Mais c'est pas gênant, en vérité. Tu peux tout à fait comprendre. Nicolas
Dernière question et après on a terminé cette catégorie. Est-ce que apprendre le chinois t'a donné envie d'apprendre d'autres langues et si tu devais recommencer aujourd'hui, laquelle choisirais-tu parmi japonais, coréen, vietnamien, cantonais ou même un autre dialecte chinois? Alors oui, tout à fait Nicolas, ça m'a donné envie d'apprendre d'autres langues. En fait, pour la petite histoire, la petite anecdote que j'ai souvent racontée mais je la redonne ici, quand j'avais atteint le bon niveau en chinois, j'avais validé le HSK6 à l'époque, j'étais un peu sur une lignée, enfin une lancée gagnante, je me sentais chaud. Je me suis dit, allez, let's go, je vais me faire, je vais me faire un speedrun en espagnol en me disant, j'ai appris le chinois, donc l'espagnol va être un jeu d'enfant quelque part. Parce que je me disais, voilà, ça va être facile. Et donc oui, ça m'a donné envie d'apprendre d'autres langues, mais ça s'est pas très bien passé pour moi malheureusement. La première chose qui m'est arrivée, c'est que l'espagnol, c'est pas du tout comme le chinois, c'est pas du tout la même logique. Il y a la conjugaison à apprendre. Au début, je savais pas comment apprendre la conjugaison, je me plantais tout le temps. Et il y a beaucoup, enfin, il y a les déclinaisons, les genres, tout ça, j'avais pas l'habitude d'apprendre ça. Et j'avais personne avec qui pratiquer en plus l'espagnol. Et finalement, j'ai abandonné. Enfin, je me suis dit, c'est mort, j'arrive même pas au bout de. Je crois que j'ai appris 6 ou 7 mois, un truc comme ça. Et j'arrivais même pas à avoir, ne serait-ce que faire une phrase correcte. Et je me disais, mais c'est pas possible. En plus, tu vois, j'utilisais toutes les mêmes méthodes que j'utilisais en chinois, donc notamment Enki. Mais Enki, ça sert à rien en espagnol, tu vois. Les mots, ils sont tellement transparents que tu peux les deviner sans avoir besoin d'Enki, tu vois. Donc ça servait à rien, je n'arrivais pas à faire des phrases, j'avais personne avec qui pratiquer, j'ai abandonné. Et finalement, avec le recul, je me dis, ça sert un peu à rien. Il faut toujours se poser la question quand tu veux apprendre une autre langue après le chinois, est-ce que ça serait pas plus rentable pour toi d'aller taper le niveau supérieur en chinois? Par exemple, imagine t'es B1 en chinois. Bon, je dis n'importe quoi, c'est un bon niveau, B1, ça veut dire que tu te démerdes bien, tu sais voyager, t'es autonome, mais voilà, t'as encore du mal à comprendre. Est-ce que ça serait pas plus rentable d'aller taper le niveau B2, même si ça demande beaucoup de travail, on est d'accord, plutôt que de repartir à zéro dans une autre langue dans laquelle va pas t'apporter beaucoup de bénéfices tout de suite, parce qu'une langue, ça prend du temps avant de rapporter des dividendes quelque part. C'est-à-dire que passer de 0 à B1 dans une langue, ça prend du temps. Donc pose-toi la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller taper le niveau d'après? Et dans mon cas, ça valait clairement le coup, tu vois, et c'est là où j'ai un peu regretté. Cependant, ça ne t'empêche pas, si tu as envie, de choisir une autre langue à apprendre, hein. Ça dépend vraiment de toi, tes intérêts, tu vois. Par exemple, si tu as un voyage au Japon prévu, si tu es fan de culture japonaise et que tu côtoies des japonais, bah oui, tu peux aller sur le japonais, ça va beaucoup t'améliorer en fait au quotidien. Moi, dans mon cas, comme je fréquentais pas de personnes qui parlent espagnol, tu vois, ça me servait à rien. Donc si aujourd'hui je devais recommencer avec une langue asiatique, je prendrais entre japonais, coréen, vietnamien, cantonais, thaïlandais aussi. Alors, honnêtement, si tu raisonnes d'un point de vue pratique, utilité, le chinois reste très au-dessus, hein. Mais bon, si tu m'enlèves le chinois et que tu me demandes de choisir, ça serait probablement japonais peut-être, parce que comme tout le monde, j'ai grandi avec la culture japonaise, les mangas, les jeux vidéo, etc. Donc pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, peut-être un jour faire un voyage là-bas. Et puis surtout parce que j'ai un avantage, quand tu connais le chinois, notamment les caractères, bah tu connais les kanji, quoi. Tu connais au moins le sens des kanji, donc ça va, tu pars pas totalement de zéro. Donc tu vois, quand je rentre dans un restaurant japonais, je peux comprendre un peu le menu, alors que j'ai jamais étudié de japonais de ma vie. Mais ouais, coréen, je sais pas, il n'y a pas assez d'utilité, je pense. Et puis je suis pas du tout dans le délire K-pop et compagnie. Vietnamien, cantonais, pareil, je pense qu'il n'y a pas assez d'utilité en fait, sauf si tu as le projet d'aller vivre là-bas. Peut-être que ça peut t'aider dans ton quotidien, bien sûr. Mais à part ça, non, je vois pas trop d'intérêt d'apprendre le vietnamien ou le cantonais. Même un autre dialecte chinois, ça sert pas à grand-chose. Genre déjà, essaye, tu vois, c'est ce que je te disais juste avant, essaye déjà d'avoir un bon niveau en chinois. Un niveau où vraiment t'es au-dessus, quoi. Et où t'es dans une petite sphère de personnes qui peuvent dire, voilà, j'ai atteint le niveau, par exemple B2 ou C1 en chinois, avant de se lancer dans une autre langue. Parce que ça, c'est une erreur que je vois beaucoup, hein. J'ai beaucoup fréquenté les cafés des langues où les personnes apprenaient parfois 5-6 langues en même temps. J'ai toujours eu du mal avec ça. Genre, je me dis, mais pourquoi faire? Pourquoi tu ne choisirais pas déjà d'en choisir une et d'en faire bien avant de commencer à en faire 5? Je comprends que tu as la passion du truc et que ça t'intéresse et tout, mais en termes d'utilité, tu vois, peut-être que je raisonne trop comme ça, mais en termes d'utilité, tu vois, être B2 dans une langue, B2 c'est courant vraiment, où t'es à l'aise, quoi, tu peux même comprendre des films, bah c'est pas donné à tout le monde en fait. Donc c'est pour ça que je me dis,
ça te débloque plus de trucs, d'opportunités d'être B2 dans une langue plutôt que A2 dans plein de langues, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je verrai le truc. Est-ce que la connaissance des caractères chinois constitue un vrai avantage pour apprendre certaines de ces langues? Ouais, bah, c'est ce que je te disais avec le japonais, tu peux comprendre les kanji. Je crois qu'en vietnamien, non? C'est pas coréen aussi? Qui a quelques petits caractères qui se baladent dans la langue, bon, ça doit peut-être aider un peu, je sais pas. Cantonais beaucoup, bien sûr, parce que c'est basé sur les caractères chinois. C'est juste qu'ils en utilisent d'autres, par contre. Donc, genre, il y a des particules qui changent. Mais sinon, je crois que 80% c'est pareil. Et un autre dialecte chinois, bah là, pour le coup, oui, 100%. Parce que bah, tous les dialectes sont basés sur la même écriture, sauf le cantonais. Enfin, le cantonais, encore, c'est la même écriture, mais il y a juste 2-3 caractères qui changent. Donc ouais, carrément, ça te donne un énorme avantage. Allez, on continue. Maintenant, on va voir ensemble les questions sur la vie en Chine de manière générale et la société chinoise de manière générale. On commence avec Micheline qui me demande où es-tu exactement en Chine en ce moment et comment vis-tu concrètement les typhons qui traversent le pays cet été? Est-ce que ça perturbe beaucoup la vie quotidienne, les transports et tes déplacements? Alors oui, effectivement, ça perturbe beaucoup, je vais y revenir juste après. Alors pour te situer exactement là où je suis à Nankin, qui est une ville pas très loin de Shanghai, c'est sur à peu près la même hauteur. La différence c'est qu'on est beaucoup plus dans les terres, nous, et que Shanghai, lui, bah, c'est au bord de la mer, hein, littéralement. Donc nous, on est beaucoup moins impacté que là-bas, mais par contre, il y a quand même des conséquences assez importantes. Bah, je vais te montrer une petite vidéo là, que j'ai prise ce matin. C'est en gros le climat qu'on a depuis 7 jours. Voilà, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, toute la nuit, il pleut non-stop. Voilà. Mais si tu veux, il n'y a pas de grosses bourrasques, de grosses inondations. Je ne sais pas ce que vous avez vu à la télé en fait, parce que j'ai beaucoup reçu de messages de la famille qui me demandent ça va, t'as rien, c'est cool et tout. Et je suis là en mode mais qu'est-ce qu'ils montrent à la télé pour que vous soyez tous paniqués comme ça? Nous, ça va, à part de la flotte non-stop depuis 7 jours. Donc comment ça impacte? Bah, en gros, c'est comme n'importe quel pays où il y aurait une alerte. Hein. En gros, ils coupent les écoles, les voyages aussi sont annulés. Bah là, j'avais pas mal de voyages prévus en fait. J'avais prévu d'aller dans le Zhenjiang, j'avais prévu d'aller à Yiwu, tu sais, la ville du Père Noël. Tout ça, ça a été annulé, c'est chiant, ça fait 3 fois que j'annule. Il y a eu 2 typhons là quand même, hein. C'est le deuxième. Donc ça a annulé mes voyages, mais sinon, c'est pas grave, hein, je les reporterai plus tard. Mais ça, si tu veux, voilà, on va dire qu'ils déconseillent les déplacements, en particulier dans les villes côtières. Mais sinon, à part ça, les Waimai livrent toujours, hein, donc les mecs qui livrent en scooter, ils sont toujours là, les gens vont toujours travailler, enfin, sinon, la vie est normale ici, si ce n'est qu'il pleut qu'il pleut du matin au soir. Martin qui demande, est-ce que tu te sens exclu ou différent du pays? Alors, bonne question Martin. Effectivement, en Chine et de manière générale, les pays asiatiques, c'est un peu pareil. Tu ne seras jamais intégré comme nous on le pense en France, tu sais, avec le truc, l'examen civique à passer, les tests de langue avec la préfecture et tout. Enfin, j'ai fait les démarches là pour mon épouse pour le titre de séjour, c'est une galère. En Chine, ils en ont rien à foutre. Tu peux venir et voilà, tu auras ton visa. Mais par contre, tu seras jamais intégré dans le sens où tu feras partie de la société, quoi. Tu as un statut qui s'appelle étranger et c'est pas négatif. Étranger, c'est pas connoté négativement comme chez nous. C'est juste ton statut, quoi. T'es étranger, voilà. Et il y a les Chinois, et tu ne seras jamais chinois. Et ça sert à rien d'essayer de te mettre comme eux, ou de t'habiller comme eux, ou de parler comme eux. Tu ne seras jamais chinois, tu n'as pas de sang chinois. Voilà, faut bien te mettre ça dans le crâne. Tu ne le seras jamais, mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Tu peux faire ta vie tranquille, tu ne seras pas exclu du pays. Il y a des trucs qui sont un peu plus chiants à faire pour nous que pour les autres, notamment quand tu dois t'enregistrer sur une application, ils te demandent le chef engine, donc la carte d'identité chinoise, bah tu l'as pas. Donc quand tu vas faire, je sais pas, quand tu vas acheter tes billets, là, je suis allé dans les musées là récemment. Vous avez vu sur la chaîne YouTube, bah toi tu veux acheter ton billet, tu peux pas, t'as pas la petite carte là comme les Chinois, donc tu vas dans la file des gens à problème, donc qui est toujours libre d'ailleurs, donc tu vas plus vite que les autres. Voilà, donc en gros, t'es pas intégré comme tu pourrais l'être pour un Chinois, tu vois, tu n'as pas les mêmes droits qu'eux, mais tu n'es pas exclu non plus, ils pensent à toi quand même, tu peux acheter des billets de train, tu peux voyager dans le pays, les Chinois sont assez curieux, ils viennent te voir, ils vont pas t'exclure, mais ils vont pas non plus t'intégrer, quoi. Faut bien comprendre la différence, et c'est pareil dans les autres pays asiatiques en fait. J'ai parlé avec pas mal d'expatriés maintenant depuis le temps. Je sais qu'au Japon c'est pareil, en Corée c'est pareil, en Thaïlande c'est pareil. Il y a les Thaïs, ils t'acceptent, d'accord? Tu peux faire du biz avec eux, t'es là, ok, tu consommes, mais t'es pas Thaï, ok? Tu seras jamais Thaï. Donc c'est pareil en Chine. Franchement c'est pareil dans tous les pays asiatiques. Je pense que c'est dans la culture asiatique qui est comme ça. Guillaume qui demande, bonjour, peux-tu nous dire un peu plus sur le travail en Chine, tes impressions, quel niveau minimum pour postuler, as-tu des conseils, des sites spécifiques pour
les offres de poste. Ouais, carrément Guillaume. Le travail en Chine, c'est devenu un petit peu plus difficile qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une période en Chine entre 2000, je dirais dans les années 2005 jusqu'à 2015 peut-être. C'était un peu l'Eldorado, quoi. Tu te pointais là-bas, même sans diplôme, sans rien, tu trouvais un travail dans la semaine. Ça, c'est terminé, clairement. Alors maintenant, aujourd'hui, en gros, les conditions pour travailler en Chine, c'est deux choses. Le diplôme et l'expérience. Donc le diplôme, ils veulent minimum bac+2, mais c'est mieux si tu as plus. Et l'expérience, ils veulent minimum 2 ans d'expérience. C'est le minimum. C'est-à-dire que pour obtenir un visa de travail, c'est ça qui va en fait poser problème. C'est-à-dire que c'est pas le travail qui manque en Chine, c'est le visa qui va être difficile. Il va falloir que l'entreprise prouve qu'elle ne peut pas recruter un local pour faire ton travail. Et il va falloir prouver, notamment via le diplôme, l'expérience. Après, il y a plein de critères. Hein. T'as le salaire aussi que tu gagnais avant, le niveau de chinois, ça compte. Si vous passez les HSK, ça vous donne des points. Donc, le niveau a été vachement relevé récemment parce que comme tu le sais en Chine c'est un peu la fin de la fête quoi. C'est-à-dire le taux de croissance à 2 chiffres par an là c'est terminé. Maintenant il y a beaucoup de chômage en particulier chez les jeunes donc ils n'ont pas d'intérêt à accueillir des étrangers jeunes diplômés notamment. C'est pour ça qu'ils demandent de l'expérience et du diplôme. En gros ils te disent qu'est-ce que tu peux apporter au pays quoi. Tu vois, nous t'étais le bienvenu en Chine pour travailler mais qu'est-ce que tu apportes de plus que les locaux. En gros c'est l'idée quoi. Donc ça dépend de ton domaine, ça dépend de ton industrie. Il y a encore beaucoup d'opportunités, en particulier à Shanghai, si tu regardes sur les sites d'emploi chinois. Je pourrais te les partager si tu veux, parce que maintenant c'est des applications plus que des sites. Et sinon, moi j'avais trouvé beaucoup via LinkedIn. Je sais que c'est un peu bizarre de dire LinkedIn parce que maintenant c'est banni en Chine. Enfin, c'est pas que c'est banni, mais ils sont partis, quoi. Ils en ont eu marre. Mais il y a encore beaucoup de recruteurs qui sont là-dessus, en particulier ceux qui cherchent des Occidentaux. Parce que oui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'Occidentaux pour faire des tâches. Tu vois, moi par exemple, pourquoi j'ai été recruté à Shanghai? Mais parce que leur marché c'était des Américains. Donc tout le staff était chinois, mais à un moment donné, il faut que le site soit quand même en anglais. Il faut quand même que les campagnes soient utilisées sur les réseaux américains, donc Facebook, LinkedIn, on utilisait Instagram, TikTok, Snapchat, tout ça ils n'ont pas en Chine, donc ils ont besoin d'un mec quand même qui connaît un peu le truc, comment ça marche, et qui parle un peu la langue et surtout la culture. Donc dès qu'il y a de la clientèle étrangère, ils ont besoin d'étrangers. Donc voilà, c'est simple. Donc il y a encore du travail, mais par contre, c'est fait que les critères se sont vachement durcis, quoi. Avant, c'était un peu genre, tu te pointais en Chine. Moi, j'ai le souvenir où des fois, je me faisais des marchés dans les ascenseurs. Tu sais, t'es dans un centre commercial et il y a un mec qui commence à te faire un entretien d'embauche. Il dit, tu cherches un travail? Ah, tu fais quoi? C'est quoi ton diplôme? Ah ouais, moi, j'ai peut-être un poste pour toi, là. Tiens, tu peux venir ici à telle heure? Tu vois, dans l'ascenseur, Bon, ça c'est un peu terminé maintenant, ils ont moins besoin d'étrangers, puisque forcément les Chinois, eux, sont plus éduqués, ils ont beaucoup de main-d'œuvre disponible, donc faut avoir quand même une certaine valeur ajoutée. Un truc que tu peux explorer, Guillaume, si jamais t'as moins de 28 ans, c'est tout ce qui est VIE, il y a pas mal d'offres en Chine en fait en VIE, et le créneau pour postuler, il est tellement court, parce que comme il faut 2 ans d'expérience et un diplôme, et qu'il faut avoir en même temps moins de 28 ans, bah ça fait que la fenêtre dans laquelle tu peux postuler pour un VE, elle est pas grande, quoi. Donc si jamais tu as moins de 28 ans, Guillaume, moi je te conseille d'aller voir là-dessus. Yannick qui me dit, on voit beaucoup de vidéos de Chinois qui vivent assez simplement dans des villes comme par exemple Chengdu, dans le sud de la Chine. Pourquoi? Alors, Yannick, je connaissais pas en fait les vidéos que tu m'as envoyées. Alors j'ai regardé un peu tes vidéos, je connaissais pas du tout. Effectivement, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des sortes de vlogs où tu as 2 personnes chinoises qui ont environ 30 ans et elles vivent de manière très frugale, quoi. Donc elles vont t'expliquer comment économiser un maximum d'argent, comment vivre avec un budget de 300 € dans une petite ville, comment elles font leurs courses au marché. Bon, elles vont filmer leur vie, quoi. Et c'est très tendance sur YouTube, effectivement. J'ai regardé, elles sont pas toutes seules, il y en a beaucoup. Pourquoi? Alors, je saurais pas te dire, parce qu'avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas. J'imagine que c'est ton algorithme qui t'a recommandé ça. Après, j'ai regardé vite fait. Vraiment, mon analyse à première vue comme ça, c'est que il doit y avoir une mode, en fait, sur YouTube, où effectivement, il y a des gens qui consomment ce contenu-là. Et c'est la raison pour laquelle les Chinois, tu sais, ils se passent le mot. Une fois qu'il y en a un qui trouve un filon, t'as tout le monde qui débarque. Et donc, ils ont dû voir que ça marchait pour les autres. Ils se sont dit, bah, viens, on le fait, tu vois. Même si ça rapporte pas beaucoup, c'est toujours mieux que d'aller faire l'esclave à l'usine ou, je sais pas, dans un McDo. Enfin, pas dans un McDo, mais dans les cafés, là, tu sais, où t'as beaucoup de serveurs qui font rien, ils sont sur leur téléphone. À mon avis, c'est parce qu'en Chine, tu peux vivre avec peu, en fait. Tu vois, 300 € par mois, c'est pas délirant, Moi, comme je te disais, je vivais avec 500 € par mois à Kunming. Alors certes, c'est des villes
moins développé, mais tu peux tout à fait vivre avec 300 balles par mois, et tu peux même bien vivre, hein. D'ailleurs, j'ai regardé dans la vidéo, elles ont un appart normal, assez récent. C'est juste que par contre, elles vivent pas dans des grandes villes comme Shanghai ou Pékin, ça c'est sûr. Pourquoi ils font ça? Parce que tout simplement c'est ça où tu vas faire le guignol sur TikTok. Là, il y a un phénomène de streaming aussi en Chine. Tu sais, les Chinois, ils ont un gros problème de chômage chez les jeunes en ce moment. Il y a genre 30% de chômage, un truc comme ça. En France aussi d'ailleurs au passage, mais en Chine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde du coup. Du coup, entre ça et aller faire le livreur ou je sais rien, moi, quel petit boulot tu peux faire pour gagner ta vie, plutôt que de, voilà, tu filmes ta vie en vidéo, tu montes ça sur YouTube, il y a des gens qui regardent, ils ont raison de le faire, tu vois. Après, moi, mon analyse, c'est que, bon, c'est en anglais déjà. Bon, pour quelqu'un qui apprend le chinois, c'est pas très intéressant. Et puis surtout, c'est pas que ça me semble fake, tu vois, mais c'est ok, elles filment leur vie, tu vois, mais c'est exactement pareil que les autres chaînes. J'ai regardé les autres chaînes, c'est exactement les mêmes sujets, ils montrent exactement les mêmes trucs. C'est pas très original, ils pourraient quand même un peu plus se creuser la tête, tu vois. Enfin, je veux dire, dans n'importe quelle région de Chine, il y a toujours des trucs intéressants à montrer, tu vois. Ils ont qu'à faire comme ce que j'ai fait là récemment. Là, tu montres un musée, tu racontes l'histoire du musée. Voilà, c'est intéressant, il y a de la valeur ajoutée. Là, c'est vraiment, je te montre ma vie, tiens, regarde comment je fais du riz, regarde comment je fais monter. Ok, bon, voilà, il n'y a pas... je peux comprendre qu'il y a des gens qui regardent ça parce que c'est nouveau, enfin, c'est la Chine, on ne connaît pas trop. Après, en termes de valeur ajoutée, franchement, je trouve que c'est pas ouf. Alors, elle devrait le faire en chinois. Là, ça serait beaucoup plus intéressant. Tu vois, je suis une créatrice qui s'appelle Gisèle. Je crois que j'ai partagé sur le forum déjà. Qui est la même chose. Hein. C'est le même profil, 30 ans, pas beaucoup d'éducation, ou alors elle n'a pas trouvé de travail qui lui plaisait, elle n'a pas envie d'aller faire l'esclave pour un patron. Du coup, elle se lance à son compte sur les réseaux, mais elle gagne pas beaucoup. Mais au moins, elle rajoute la valeur ajoutée de je te montre mon quotidien en expliquant en chinois, clair, je te mets le vocabulaire et tu peux me soutenir si tu veux des cours, tu vois. Bon, ça, c'est beaucoup mieux. Je trouve qu'en termes de valeur ajoutée sur YouTube, c'est beaucoup mieux, tu vois. Après, ça doit être une mode, hein. Franchement, je pense que c'est une tendance. Un peu comme les réseaux sociaux, ils ont tous leurs modes qui reviennent. Donc en ce moment, c'est peut-être la mode des vlogueurs chinois. Evelyne qui demande... Ah oui, non, pardon, deuxième question Yannick. Par rapport à l'alcool au volant, tu me demandais est-ce que c'est courant de voir des gens partir en scooter ou en moto après avoir bu. Alors j'en ai pas vu beaucoup. Moi, je ne conduis pas en Chine pour être honnête avec toi parce que je trouve que c'est trop dangereux. J'ai le permis et tout, hein, mais j'ai vraiment pas envie. Quand je les vois conduire, je me dis mais c'est un coup à se faire à avoir un accident mortel. Enfin vraiment, c'est des malades mentaux comme ils conduisent. Donc vraiment, je déconseille. Et en scooter, c'est encore pire quand tu les vois rouler sur le trottoir à contresens avec le téléphone là. Je me dis non mais jamais de la vie je prends un scooter. Pourtant ça a l'air cool, hein, les petits scooters électriques. Je confirme. J'ai beaucoup d'amis qui en ont. Franchement, c'est super pratique. Tu peux te balader dans la ville entière avec. Ça se recharge en une nuit et tout. Mais jamais de la vie je conduis ça. Après, par rapport à l'alcool, ce que j'ai beaucoup vu, donc c'est déjà, je vois beaucoup de panneaux de prévention. Donc ils sont conscients du problème, je pense. Et ils te disent, un peu comme chez nous, tu sais, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, blablabla, dans les bars notamment. Et un truc qui est trop cool en Chine, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est si tu as bu, par exemple avec des amis au bar, tu peux appeler un mec qui va venir en trottinette électrique et qui va mettre sa trottinette dans ta voiture et qui va te ramener chez toi. Et ça, c'est trop bien, parce que ça coûte pas très cher, hein, par rapport à une bière ou quoi, c'est à peu près le même prix. Et c'est trop pratique. Genre, ça t'évite de prendre le volant en ayant bu, parce que vraiment, c'est dangereux, quoi. Genre, je déconseille à tout le monde de conduire en Chine, c'est dangereux. Donc, si tu conduis en plus en étant bourré, déjà que les scooters de base, en étant sobre, c'est dangereux, alors en étant bourré, j'imagine le massacre, quoi. Evelyne qui demande... Puisque YouTube et Google et une partie d'Internet sont bloqués ou contrôlés, comment font les créateurs chinois pour publier leurs vidéos sur YouTube et accéder aux plateformes étrangères? Est-ce qu'ils passent par un VPN ou pas? Oui, tout à fait, Yveline, t'as tout compris. En fait, ils passent par un VPN. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit logiciel qui te permet de contourner la censure en Chine. Donc, la censure qui bloque certains sites, notamment les réseaux sociaux occidentaux, YouTube, Instagram, Facebook. Tout ça, c'est bloqué. Et donc, ils accèdent comme moi. Là, tu vois, actuellement, je poste une vidéo sur YouTube. Je passe par un VPN, j'ai pas le choix. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question qu'on me pose souvent par rapport au VPN. Est-ce que c'est interdit ou pas? Alors,
Officiellement, oui, c'est interdit, mais de la même manière qu'en France, tu vois, c'est interdit aussi. Enfin, c'est pas que c'est interdit, mais le gouvernement veut faire passer des lois là récemment pour contrôler les réseaux sociaux, notamment par rapport à l'âge. Et ils savent très bien que beaucoup de personnes utiliseront un VPN pour contourner toute la censure, hein. Il n'y a pas qu'en Chine d'ailleurs, tu vois, qu'il y a de la censure. En France aussi, on censure beaucoup Internet. Donc les VPN, le gouvernement, il dira jamais ouais, allez-y, c'est bon, tranquille, vous pouvez les utiliser, tu vois. Ils feront comme en France, ils diront non, vous êtes dans notre ligne de mire, vous êtes les prochains qu'on va bannir et tout. Mais officieusement, tout le monde en a un, tu vois. Il y a même des navigateurs par défaut, des navigateurs chinois, hein, par défaut, qui te mettent un VPN pour certains sites, par exemple WhatsApp, par exemple, j'en sais rien, moi, YouTube ou quoi. J'ai même un pote en Chine qui me disait mais c'est quoi votre délire là? Pourquoi tout le monde me demande pourquoi c'est interdit en Chine, YouTube, Facebook? Moi j'ai accès à tout ça de chez moi. Alors moi je le croyais pas, tu vois, je lui dis mais n'importe quoi, c'est bien sûr que c'est bloqué. Et il me montre, il me dit non, regarde, tout fonctionne bien chez moi. Je lui dis mais non, mais c'est parce que t'as un VPN. Il me dit non, je sais même pas ce que c'est un VPN. Et en fait c'est parce que ça box. Donc je sais plus chez qui il était, mais en fait lui comme il faisait du jeu en ligne sur des jeux chinois, les box mettent une sorte de VPN intégré dedans pour améliorer les performances quand tu joues sur des jeux pour avoir moins de latence. Et au passage, ça permet de débloquer tous les réseaux étrangers, YouTube, Facebook, Instagram, et il me disait, voilà, j'ai YouTube sur ma télé. Il savait même pas, tu vois, que c'était bloqué. Donc non, c'est pas interdit les VPN, tout le monde en utilise un, c'est toléré. Après, il faut pas t'en vanter et faire la promo des VPN en Chine. C'est sûr que si tu fais ça, tu seras vite bloqué. Mais oui, tu peux tout à fait utiliser un VPN, c'est comme en France. En France aussi, bientôt, on va tous avoir besoin d'un VPN, hein, tu vois, il n'y a pas qu'en Chine où c'est bloqué. Mais c'est un autre débat. Alors, et tu me posais une autre question, Evelyne, et plus largement, comment ça se passe concrètement sur place par rapport à la qualité de la connexion? Tu disais une fois que dans tes vidéos que ça fluctuait. Effectivement, ouais. Alors, la raison pour laquelle ça fluctue, il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, c'est vrai, où j'expliquais un peu le phénomène. L'idée, c'est que j'avais remarqué, enfin, je remarque toujours d'ailleurs, que à certaines heures de la journée, ça marche bien, et à certaines heures, ça marche pas bien. Et la raison que j'avais retenue, parmi plein d'autres, d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'avaient corrigé dans les commentaires, vous m'avez fait pas mal de retours là-dessus, pour me dire qu'il n'y a pas que ce que j'appelle la neutralité du web. Donc pour faire un résumé très rapide, la neutralité, c'est comme si tu étais sur la route et tu disais, voilà, par exemple, moi j'avais pris l'exemple de l'A4, je crois. Donc moi je prenais l'A4 tous les jours quand j'habitais en France pour rentrer chez moi, mais l'A4 c'est l'autoroute en Ile-de-France qui va vers Disney. Et donc elle est très utilisée par les personnes qui vont à Disneyland Paris et ça fait souvent des bouchons. Donc la neutralité du web, ça dit en gros, quelle que soit ta destination, quel que soit le site sur lequel tu veux aller pour visiter sur Internet, le réseau est pareil pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas de priorité pour quelqu'un qui veut aller sur YouTube ou sur un site chinois. Quand tu casses ça, donc la Chine a pris la décision consciente de casser ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu donnes la priorité aux personnes qui veulent visiter un site chinois. Donc tu leur donnes la priorité sur leur réseau. C'est un petit peu comme si demain, le gouvernement disait, voilà, ceux qui vont à Disneyland Paris, si jamais la 4 est bouchée, vous avez une priorité, vous avez une voie qui vous est réservée, ça vous permet d'aller plus vite et de ne pas être dans les bouchons. Bon, je pense que ça ferait un scandale, tu vois, s'ils faisaient ça. Mais pourquoi pas, tu vois. Genre, c'est quand même Disney qui a payé son parc, tu vois, ils ont fait un peu vivre la région économiquement. C'est pas délirant de se dire, bah voilà, ils ont une voie qui leur est réservée sur la 4, tu vois. Bon, heureusement, le gouvernement a mis un stop, mais imagine, tu leur laissais les pleins droits, je suis sûr, ils l'auraient fait. Bon, bah la Chine, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils disent, il y a tellement de monde qui utilise Internet chez nous, que si jamais il y a un bouchon dans le réseau, priorité aux personnes qui veulent visiter des sites chinois. Priorité aux Chinois, quoi. Et donc, toi, si tu veux aller sur un VPN qui, par définition, est hébergé à l'étranger, bah t'es pas prioritaire. Donc c'est pour ça que le soir notamment, Internet c'est pas fou, et que le matin ça marche mieux. Bon, pour être honnête, j'ai moins ressenti ça cette année. Je sais pas si c'est la Chine qui a changé son réseau ou si c'est les VPN qui se sont améliorés, mais en tout cas ça marche beaucoup mieux, en tout cas c'est plus stable. Est-ce que ça marche vraiment mieux ou pas? C'est toujours lent, tu vois, enfin, quand je mets une vidéo sur YouTube ça me prend presque 30 minutes, alors que ça me prend 1 minute maximum en France, mais c'est en tout cas plus stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fluctuation dans le temps, c'est un peu pareil. On continue avec question voyage, et généralement sur la Chine. Alors Martin, tu m'as posé pas mal de questions là-dessus, je te remercie d'ailleurs encore une fois pour toutes les questions que tu m'as posées. Question plus légère, quel est ton plat préféré chinois? Alors mon plat préféré c'est le poisson grillé, ça s'appelle kaoyu, donc tu en trouves plein en Chine, il y a plein de restos qui en proposent. En gros c'est un poisson qu'ils font griller
et ils vont l'assortir de plein de petits légumes, pommes de terre, tofu, enfin un peu tout ce que tu trouves dans une fondue, mais en fait ils vont le mettre dans le poisson et ils vont mettre aussi beaucoup de piment évidemment, notamment le piment du Sichuan, là, le mala. Donc ça c'est mon plat préféré, ça je peux en manger toute la journée, en plus moi j'adore le poisson et ça se trouve partout. Vraiment tu peux en trouver dans le nord, dans le sud, partout, vraiment c'est très populaire comme plat. Et ça te cale encore mieux qu'une fondue. Donc vraiment, mais par contre ça pique, hein. Je préviens pour ceux qui veulent tester, c'est très piquant. Et c'est pour ça qu'en termes de boissons, tu me posais la question Martin pour les boissons, il faut l'accompagner, moi je l'accompagne toujours d'une boisson sucrée, notamment un coca ou un jus de coco, n'importe. Un truc sucré quoi, qui te permet de réduire le piment quand vraiment ça pique trop, tu vois. C'est pas mal, d'ailleurs ça marche pour tous les plats pimentés, petite technique au passage. Qu'est-ce qui te manque le plus gastronomiquement en France ? Autre question de Martin. Alors, quand j'ai vécu en Chine, il n'y a qu'un seul ingrédient qui me manquait beaucoup, et je pense que c'est la même chose pour tous les expats français, c'est le pain. Le pain, voilà, tu trouves pas de pain en Chine facilement. Il y a des boulangeries de temps en temps, par exemple là où je suis, il n'y a pas Libetienne, donc c'est Paris Baguette, c'est une franchise sud-coréenne je crois, qui vend du pain, qui est fait sur place avec des croissants et tout. Mais bon, je vais être très clair et honnête, c'est dégueulasse, enfin, c'est pas du tout du pain, ils prennent une farine extrêmement raffinée, enfin, je sais même pas quelle farine ils prennent, et puis surtout, il n'y a pas de pain, en fait. Genre, si tu veux aller manger une baguette chez eux, alors, c'est pas tous les Paris baguettes, mais il n'y a pas de baguette, vraiment. Là où je suis, en tout cas, à Nankin, il n'y a pas de baguette, alors ils mettent du pain de campagne ou des brioches, mais c'est pas pareil. Donc c'est un peu bizarre, tu vois, genre, le truc s'appelle Paris Baguette, il n'y a pas de baguette, c'est comme si tu allais chez Burger King, il n'y a pas de burger, tu vois, genre... Bon, après, la raison pour laquelle il n'y en a pas, tout simplement, c'est parce que les gens ici, ils n'en consomment pas. Donc, ils vont pas s'amuser à faire des baguettes qui seront vendues qu'à un mec qui vient tous les jours. Mais ouais, c'est le truc qui te manque le plus, assez rapidement en plus. Hein. Si tu as l'habitude de manger du pain en France, ça va te manquer très vite. Hein. Et c'est difficile d'en trouver. En tout cas, d'en trouver des vraies boulangeries, c'est compliqué, ouais, vraiment. Et puis même quand t'en trouves, c'est assez cher et parfois même pas bon, tu vois, là où je suis... Franchement, c'est pas terrible. Les croissants, je t'en parle même pas. Ils mettent des trucs horribles à l'intérieur. Du fromage et tout. Je suis là, mais laisse tomber. Donc ça me manque tout de suite. Autre question de Martin, as-tu beaucoup visité la Chine ? Non, pas beaucoup. En fait, j'ai vécu longtemps dans les endroits que j'ai visités. Donc par exemple Pékin, j'ai vécu plusieurs mois, Taïwan, j'ai vécu plusieurs mois, j'ai vécu aussi à Kunming évidemment, Shanghai, Nankin. Mais si tu rapportes ça à la taille de la Chine, c'est ridicule. Enfin, je vais peut-être visiter 10% quoi, et encore. Donc j'ai rien vu du tout de la Chine, hein. Je suis encore en train de découvrir et d'apprendre par rapport au nombre de régions, je connais que dalle quoi. Mais bon, chaque année, tu vois, je découvre des nouveaux coins. Là, cette année, je vais essayer d'aller à Yiwu, si le typhon veut bien me laisser partir. Mais ouais, j'ai encore énormément à découvrir. Philippe qui demande, est-ce que tu as encore des régions que tu rêves de découvrir ? Justement, on en parlait. Est-ce que tu envisages de profiter de ces futurs voyages pour refaire des vlogs sur ta chaîne ? Ouais, tout à fait, Philippe. Bah là, j'avais prévu de visiter le Xinjiang, et puis les plans ont changé, mais c'est vraiment la région que je rêve de visiter depuis longtemps. Il n'y a pas spécialement de raison. En fait, si, il y a une raison. Je visitais une fois le forum qui s'appelle Bonjour Chine, qui est un bon forum au passage, je les salue. Il y a un mec, une fois, je sais plus qui c'est, qui a posté ses photos de vacances du Xinjiang, et il a dit regardez les gars, c'est trop beau quoi. Et j'étais là, waouh, effectivement, ça a l'air trop bien. En plus, c'est une région, enfin, je rencontre beaucoup de personnes du Xinjiang dans les restaurants notamment. Il y a beaucoup de restaurants du Xinjiang en Chine, et c'est toujours trop bon, les gens sont trop sympas. Tout a l'air trop bien en fait. Donc s'il y avait une région que je rêve de découvrir, ça serait celle-là. Et est-ce que j'envisage de refaire des vlogs ? Oui, ça arrive d'ailleurs. Enfin, j'en ai posté quelques-uns sur la chaîne, je vais en refaire après. C'est juste que ça prend du temps. C'est assez long à faire les petits vlogs, parce que c'est pas juste je te montre, voilà, regarde ma cuisine, ma salle de bain. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça sur YouTube. Bon, ils font ça bien mieux que moi. Hein. Moi, c'est pas trop mon délire de faire ça. Par contre, te raconter l'histoire d'un endroit, peut-être te faire découvrir un truc ou te faire apprendre un truc que tu savais pas, tu vois, par exemple le truc des typing là, je trouvais ça marrant et j'aime bien ce genre de contenu, donc là ouais je peux t'en faire. Par contre ça prend du temps en termes de montage, faut trouver l'histoire, faut se rendre sur place et tout, c'est énormément de travail, mais bon, moi j'aime bien en faire, donc il y en aura d'autres sur la chaîne.
Martin qui demande, as-tu beaucoup visité les pays aux alentours? Japon, Vietnam, Laos, Thaïlande, Taïwan. Pas du tout. Pas du tout, Martin. Je vais être honnête avec toi. On me l'a proposé, hein, notamment quand j'habitais à Kunming. On m'a beaucoup proposé la Thaïlande, notamment le Vietnam aussi, le Laos, parce qu'en fait c'est la frontière avec le Yunnan. Donc c'est assez facile de s'y rendre, en quelques heures de train tu peux y être. Et j'avais beaucoup de potes qui allaient tout le temps faire des vacances, ils me proposaient à chaque fois, et je leur disais, mais pourquoi tu veux que j'aille à Thaïlande? Bah, ça parle même pas chinois, voilà, c'est un autre pays, c'est une autre culture. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas en fait? Genre, il y a tellement de trucs à découvrir en Chine, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Thaïlande? Un peu le même esprit pour le Vietnam et le Laos, ça a l'air d'être des super endroits, franchement, j'adorerais y visiter au moins un jour, tu vois. Peut-être même y vivre, pourquoi pas, mais pour l'instant, moi j'étais très focalisé sur la Chine. Je me suis dit, attends, je suis en train d'apprendre le chinois, je suis en train d'essayer de découvrir et de comprendre ce pays. C'est pas pour aller passer 3 mois au Vietnam ou au Laos, tu vois. La seule exception, c'est Taïwan, que j'ai beaucoup visité aussi, plusieurs fois. J'ai même vécu 3 mois là-bas. J'ai fait une sorte de visa run un peu foireux, parce qu'il n'y a pas d'ambassade à Taïwan. J'ai découvert ça après, un peu sur le tas, parce que c'est assez tendu la situation géopolitique là-bas, comme tu le sais. Donc il n'y avait pas d'ambassade. Moi, comme un con, j'y vais pour faire un visa run. Je me dis, ah merde, comment je fais? Du coup, il n'y a pas d'ambassade chinoise. Bon, bah c'est pas grave, j'envoie mon passeport par la poste à Hong Kong. C'est un peu... Donc je suis resté là-bas longtemps. J'ai beaucoup aimé, parce que ça parle chinois, contrairement aux autres pays. La bouffe, super cool, et puis les gens surtout, ouais, c'est vraiment génial. Tu te sens pas du tout en Chine là-bas, c'est une autre mentalité, et les paysages sont beaucoup mieux, je trouve, que la Thaïlande, parce qu'ils ont des montagnes au milieu, enfin, il y a beaucoup de parcs naturels à Taïwan, et franchement, c'est trop beau, quoi. Enfin, le meilleur endroit sur Terre, je le dis sans prendre de risque, c'est Taïwan, très clairement. Allez au moins une fois visiter, en plus c'est facile pour un Français d'y aller, t'as même pas besoin de faire de visa ni rien du tout. Très très cool, et ça parle chinois, on peut pratiquer la langue. Alors ok, ils ont un accent, ils utilisent des mots un peu bizarres des fois, mais ça parle chinois. Donc, trop bien. Franchement, c'était une super expérience. Question de Claise. Les Chinois ont la réputation d'être infatigables, travailleurs et doués d'efficacité. D'où vient selon toi cette énergie surhumaine? Alors, je crois que tu généralises un peu trop, Claes, parce qu'en Chine, effectivement, ils ont cette réputation des gros travailleurs. Mais par contre, je mettrais un bémol sur l'efficacité, parce que j'ai travaillé avec des Chinois, en fait, et j'ai vu au quotidien comment ça se passe. Effectivement, en termes d'horaire, ils sont là très tôt, ils partent très tard. En fait, ils partent après le patron plutôt. C'est plutôt ça. On va voir pourquoi c'est important après. Mais l'idée, c'est que, ouais, effectivement, ils sont présents. C'est-à-dire qu'ils travaillent même le week-end, le samedi, le dimanche et tout. Mais, en termes d'efficacité, là, je suis obligé de te corriger, parce que en fait ils sont présents physiquement, mais c'est pour la face, quoi. C'est-à-dire, voilà, ils sont là, mais ils sont pas en train de bosser H24, quoi, si tu veux. Voilà, en termes d'efficacité, c'est vrai que nous on met beaucoup l'accent là-dessus en Occident. Nous, ce qui est important, tu vois, c'est pas juste d'être présent, de faire ses heures, c'est aussi d'accomplir quelque part. Ça, pas trop, tu vois. Bon, ça change un peu en Chine en ce moment, mais on va dire que sur les, je sais plus comment ils appellent ça, le 9-9-6, voilà. Le fait de travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine, tu vois, tu peux pas être productif, efficace pendant autant de temps, c'est pas possible. Mais par contre, il y a cette culture du travail, effectivement. Ça, je te rejoins à fond. C'est vrai que nous, en Occident, on a un peu cette culture de le travail, c'est négatif, tu vois. Alors que ici, au contraire, en Asie, même c'est pas que la Chine, hein, le travail est vachement positif, ça fait partie de la vie, et c'est valorisé, en fait, socialement. Quand tu travailles beaucoup, tu gagnes en prestige et en face, malheureusement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes travaillent énormément. Pas beaucoup, énormément en heures, pas en accomplissement. Tu vois, c'est pas pareil, en fait. Ce qui compte, c'est pas combien tu as accompli à la fin de la journée, c'est combien de temps tu as travaillé. On s'en fout si tu n'as rien fait de la journée, mais combien de temps tu as montré que tu étais là. Voilà. Donc, ils ont cette culture du travail, ça je trouve que c'est cool, parce que tu vois, moi par exemple qui travaille souvent le week-end, en France je me fais tout le temps juger pour ça. On me dit, mais pourquoi tu travailles le week-end, enfin, tu prends jamais de vacances, machin. Alors que tu vois, genre mon travail ça me plaît, tu vois, sinon je le ferais pas, et je le fais avec plaisir. Et en plus moi, c'est un peu comme un jeu, tu vois, genre je me lève le matin, j'ai envie de jouer à mon jeu préféré, donc laisse-moi travailler, quoi. En France je me fais juger là-dessus tout le temps. En Chine, jamais. Au contraire, ça me renforce mon prestige, tu vois. On me dit, ah, il travaille le week-end, il est bien celui-là. Voilà, donc attention, faut pas généraliser là-dessus. Il y a une culture du travail qui est très différente, mais on met pas en avant les mêmes qualités.
Euclès, encore une question. Les filles asiatiques, il y a quelques années, faisaient un complexe sur leurs yeux bridés. Elles investissaient dans la chirurgie esthétique pour ressembler au modèle européen. Ce complexe a-t-il encore aujourd'hui... Attends, ce complexe a-t-il encore cours aujourd'hui, pardon. Pour ma part, je trouve les Chinoises très jolies avec leurs yeux en amande. Oui, alors, les standards de beauté en Chine sont très différents, je trouve, d'autres pays. Là, je pense que tu confonds Euclès avec la Corée du Sud. Effectivement, là-bas, la chirurgie esthétique, je crois que c'est le pays dans le monde avec le plus de chirurgie esthétique, même devant le Brésil, quoi. Notamment des yeux, effectivement. Et genre, ils débrident les yeux, enfin, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais ça, en Chine, j'ai pas vu. Je pense que tu confonds, ouais. J'ai pas vu en Chine, même si effectivement, avoir des grands yeux, là, tu sais, quand tu regardes les actrices chinoises, ou même les mannequins, je sais pas, les meufs sur les pubs, bah, ils ont toutes les yeux un peu, c'est pas européens, mais plus grands, quoi, c'est sûr. Donc je pense qu'effectivement, il y a un standard là-dessus. Mais c'est pas aussi poussé que des pays comme la Corée. Clairement, ils vont pas s'opérer les yeux quand ils sont gamins, tu vois, pour ressembler à je sais pas quelle actrice. Ils sont pas dans ce délire-là, en fait. Donc je pense que, Clis, tu dois peut-être confondre avec un autre pays asiatique. Il y a des standards de beauté, effectivement, qui ressemblent aux Européens, notamment pour la peau blanche et compagnie, mais pas pour les yeux. En tout cas, pas aussi poussé que d'autres pays asiatiques. Enfin, pas de mon avis. Jean-Luc qui demande, est-ce que la Chine a déjà franchi le fameux point de bascule annoncé par Alain Pérophite en passant de l'atelier du monde à une puissance qui pourrait bientôt en devenir l'un des centres de décision? Et si oui, est-ce que apprendre le mandarin pourrait devenir une véritable nécessité économique? Alors, question assez philosophique, Jean-Luc. Alors oui, je pense qu'effectivement, le point de bascule, c'est-à-dire passer de l'atelier du monde à une sorte de bureau d'études, je crois que tu l'avais formulé comme ça. Oui, tout à fait. En fait, ça fait longtemps même que c'est le cas. Aujourd'hui, le Made in China n'est plus du tout le Made in China des années 90-2000, le petit babiole là, qui pétait tout le temps. Alors, tu trouves toujours des petites merdes. On va aller bientôt voir Aïou, là. Je te prépare un petit épisode de vlog là-dessus. Mais beaucoup d'usines ont bougé maintenant. Elles sont plus en Chine. Elles sont dans le sud asiatique, notamment au Bangladesh, je crois. Pas mal de pays de sud asiatique également ont des usines. Et c'est moins la Chine. Maintenant, la Chine est vachement plus portée sur la technologie. Hein. T'as vu le dernier gala, là, ils ont mis le paquet là-dessus. Hein. Les robots qui dansent en faisant du kung-fu, les voitures autonomes, l'IA absolument partout. Et puis, je crois qu'ils investissent dans les microprocesseurs maintenant. Il y a un truc comme ça. Donc, ils sont vraiment passés au niveau d'après. Ils veulent plus du tout être l'usine low cost là, qui fait des petites babioles à la chaîne. Et ils veulent vraiment devenir une puissance technologique mondiale. Enfin, ça se ressent dans le quotidien, il y en a littéralement partout. Du coup, est-ce que apprendre le mandarin pourrait-il devenir une nécessité économique? Alors, oui et non, mais nécessité, moi c'est le mot nécessité qui me dérange un peu, Jean-Luc, c'est que tu peux apprendre le chinois pour te développer professionnellement, hein, ça a toujours de la valeur, je trouve, parce qu'aujourd'hui, clairement, la Chine occupe une position importante dans le monde en termes économiques. Hein. Voilà, ça fait un peu concurrence aux États-Unis. Donc forcément, si tu veux te développer professionnellement, ça va t'aider. Maintenant, les Chinois parlent aussi très bien anglais, enfin de plus en plus, dans le travail en tout cas. Donc c'est pas une nécessité. Genre si tu parles anglais correctement, c'est bon, tu vas t'en sortir. D'ailleurs, les personnes qui travaillent avec la Chine, souvent, ils ont un traducteur avec eux ou ils échangent en anglais. Le chinois, ça sert plus quand tu te déplaces, quoi. Quand tu vis par exemple en Chine, ça va t'aider dans ton quotidien, ça va t'aider dans tes échanges, ça va t'aider dans ta vie quotidienne. Mais par contre, avec tes fournisseurs ou quoi, ça va te permettre de comprendre ce qu'ils racontent entre eux, de lire entre les lignes, mais c'est pas ça qui va faire la différence dans la négociation du contrat. Donc, est-ce que c'est une nécessité économique? Non, tu peux tout à fait t'en sortir sans ton chinois. Ça va t'aider, évidemment. Par contre, ça te démarque, ça c'est clair. Et d'ailleurs, je vois beaucoup d'étudiants maintenant des grandes écoles françaises là, qui se mettent au chinois. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants de HEC et Sciences Po en ce moment qui se mettent au chinois, tu vois. Donc, à mon avis, ils ont compris que on passe d'un modèle où tu avais les Américains qui dominaient sans concurrence à un monde où il va y avoir deux puissances quoi, qui cohabitent. Je ne sais pas si ça peut donner un monde stable ou pas, ça je ne suis pas géopoliticien, mais en tout cas, ils prennent de la place. Et clairement, en Asie, bon, il n'y a pas de concurrent aux Chinois en Asie. Hein. Donc si tu veux te développer économiquement en Asie, ça peut t'aider. Est-ce que la langue chinoise pourrait d'ailleurs évoluer ou se simplifier pour devenir plus accessible aux étrangers? Ça, j'ai bien aimé cette question, Jean-Luc. Non, je pense pas. C'est pas dans leur... Enfin, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Parce que qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça soit plus accessible aux étrangers? Toi, tu me parlais des tons. Est-ce que les tons... Est-ce que c'est vraiment un obstacle, les tons? Parce que si tu as suivi ma petite vidéo là, tu sais, sur les exercices,
est-ce que tu as senti le truc que les tons portent une information supplémentaire? Parce que par rapport à une langue qui n'a pas de ton, il y a plus de malentendus possibles quelque part. Imagine, tu prends le chinois, imagine une langue chinoise sans les tons. Et bien, par rapport à une langue chinoise avec des tons, on aurait beaucoup plus de malentendus sans les tons qu'avec les tons, parce que les tons transportent une information, tu vois, ça fait varier la tonalité dans ta phrase. Donc, est-ce qu'ils ont le projet de simplifier ça? Non, pourquoi faire? En fait, moi, imagine, tu me mets à la place d'un dirigeant chinois qui a la mission de propager la langue chinoise. Bah non, en fait, les tons, c'est trop bien, tu vois, faut les garder. C'est pareil pour les caractères. Si tu enlèves les caractères, tu vois, je crois que c'est les Vietnamiens qui avaient une langue avec caractères et qui l'ont passé en pinyin, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, l'écriture alphabet romain, quoi. Je crois que c'est les Français, d'ailleurs, qui ont fait ça. Ils ont perdu de la richesse, quoi, tu vois. Les caractères sont pas aussi difficile que ce qu'on croit. Oui, ça demande un peu plus de pratique, mais ça rajoute aussi une certaine richesse à ta langue, tu vois. Donc, pourquoi vouloir détruire ça, tu sais, juste pour que ça devienne plus accessible aux étrangers? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage, mais peut-être un jour ils feront ça. Ils l'ont simplifié déjà une fois la langue, mais c'était pas du tout pour les étrangers. Hein. C'est parce que il y avait trop de personnes qui ne savaient pas lire et écrire en Chine, et donc ils ont décidé de simplifier un petit peu l'écriture, les caractères notamment, pour permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à l'écriture et à la lecture. Mais c'était pas du tout pour les Occidentaux, hein. Je pense qu'ils en ont rien à foutre de ça en fait. Vraiment, je pense pas que ça les dérange. Martin qui demande, que penses-tu de la situation avec Taïwan et ta compagne? Alors, je n'ai pas trop compris avec la compagne. Écoute, Martin, je vais être très honnête avec toi. Moi, j'adore Taïwan. Je suis allé plusieurs fois vivre là-bas, même. J'ai fait 3 mois de suite. Alors, j'ai pas fait 1 an, donc je connais pas toutes les saisons. Mais j'ai passé pas mal de temps. J'ai adoré le pays. Vraiment, c'est trop bien. Après, la situation, j'imagine que tu parles géopolitique, hein, c'est ça. Moi, si tu veux, je suis formateur, je suis pas vraiment dans ce délire politique. J'en parle de temps en temps, mais c'est plus sur un ton troll. C'est un problème chinois, en fait. Si tu étudies un peu l'histoire de Chine, tu verras, c'est un problème entre la Chine et Taïwan. À la base, c'était un seul et même pays, en fait, qui s'est un peu séparé à une période de l'histoire. Et c'est leur problème, en fait. J'ai pas d'opinion à avoir là-dessus. C'est comme si tu demandais à un Chinois son opinion sur, je sais pas, l'indépendance de la Bretagne en France. Il va te dire, bah t'as qu'à voir ça avec les Bretons, tu vois. Genre, c'est pas mon problème. Donc moi, je te dirais juste, bah t'as qu'à demander aux Taïwanais ce qu'ils pensent de ça, en fait. Moi, je suis français, c'est pas... Je suis pas dans leur truc, quoi. Et par contre, avec ma compagne, en fait, c'est un peu chiant parce que moi, j'adore Taïwan, tu vois. J'aimerais beaucoup y aller avec ma compagne. Malheureusement, quand t'as un passeport chinois, c'est la galère pour aller à Taïwan. Enfin, c'est chiant, il faut demander des visas, t'es pas sûr de l'avoir. En plus, il faut pas être tout seul, je crois. Il faut avoir un groupe avec soi, donc une sorte de truc guidé, là. Alors que moi, tu vois, je peux y aller n'importe quand. Tu te prends un coup de tampon dans ton passeport et c'est bon, t'es tranquille. Donc c'est chiant, en fait, c'est chiant. Ouais, c'est chiant leur truc là, leur conflit. Parce que t'as beaucoup de Chinois qui aimeraient aller à Taïwan, t'as beaucoup de Taïwanais qui aimeraient aller en Chine, et ils peuvent pas parce que les deux pays s'entendent pas, quoi. Donc voilà mon opinion, Martin. Ah non, t'avais une autre question. Quel est ton point de vue sur les décisions politiques? Ouais, prises avec Taïwan. Bon, ok, les trucs politiques, on va éviter. Euclèse. S'il m'arrivait un jour d'aller séjourner à Taïwan, oh putain, encore Taïwan. Puis ensuite en Chine, quel accueil je suis susceptible d'avoir? Bah écoute, moi j'y suis allé plusieurs fois et j'ai toujours été très bien reçu à Taïwan. Et après je suis revenu en Chine, on m'a très bien reçu en Chine. Si on m'a dit un truc une fois à Taïwan qui m'a fait marrer, ils ont cramé direct mon accent chinois. Je sais pas comment ils ont fait. Ils m'ont dit, toi tu viens de Chine. J'étais là en mode, ah ouais, comment tu sais? Et il m'a dit, bah c'est facile, tu utilises des mots chinois, t'as l'accent chinois, tu parles comme un chinois. Ah ouais, ok. Bon, effectivement, ils ont une autre... Enfin, c'est pas une autre langue, mais ils ont des mots un peu spécifiques, tu vois, par exemple... C'est un peu comme le français et le Québec, ouais, c'est peut-être pas aussi éloigné que ça, mais... Enfin, ils ont des expressions à eux, et forcément, toi, si tu sors une expression de Chine, ils te crament, quoi. Mais sinon, l'accueil était toujours très bien, et franchement, j'invite tout le monde à aller à Taïwan, au moins visiter, tu vois, c'est vraiment une île super sympa. Franchement, moi, j'ai adoré. Martin qui demande, je suis très investi dans le sujet du changement climatique et la Chine ne communique pas beaucoup à ces sujets. Quelle est sa politique contre ça? Effectivement, moi je suis du même avis que toi, Martin. La grosse différence que j'ai notée en termes de climat, parce que t'es pas le seul à m'avoir posé la question, je l'ai souvent eu cette question, c'est que en France, on communique énormément là-dessus. On est un peu obsédé même. Moi, c'est un peu un choc que j'ai eu quand je suis rentré en France la première fois. Je me suis dit, mais pourquoi les gens ils parlent que de climat? Enfin, oui, c'est important, tu vois, mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment la priorité numéro 1 en France? Donc, on en parle partout, tout le temps, tous les journaux, les médias, tout le monde en parle, mais en termes d'action, tu vois, en termes d'action, je trouve que la France est très loin derrière la Chine. La Chine, ils communiquent pas.
T'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Par contre, si tu regardes par exemple autour de moi, toutes les voitures sont électriques. Quasiment toutes, 90%. On fera peut-être un épisode de vlog, je te montrerai, on prendra des voitures au hasard, tu verras, le parc automobile chinois est presque à 90% électrique. Imagine avoir ça en France, tu vois, en termes d'impact, tu vois, c'est énorme, je trouve. Alors, ils ont encore beaucoup de progrès à faire sur plein d'autres domaines que je connais pas, mais tu vois un peu les actions qu'ils prennent, c'est énorme. Imagine en France, on fait pareil. Nous, en France, on fait quoi comme action? On fait le petit bouchon sur la bouteille. Oh, c'est super. Bon, je troll évidemment, tu comprends, mais tu comprends l'idée, tu vois, on parle beaucoup, mais par rapport aux actions, il y a un décalage. Alors que la Chine, c'est l'inverse. Ils parlent pas, mais ils font beaucoup. Donc, je m'inquiète pas trop là-dessus. Même en termes de... Un autre truc que je peux juger, c'est Merde, comment on dit l'air, quoi, la qualité de l'air. Elle est vachement améliorée, tu vois. Genre, tu sais, on a souvent l'image de la Chine où t'as des épisodes de pollution énormes, où genre, t'as un brouillard, tu peux plus voir à 100 mètres devant chez toi. Ça, c'est fini, ça. C'était dans les années 2000, peut-être 2010 et encore. Maintenant, c'est terminé. L'air est super clair, super respirable. Bon, en même temps, s'il n'y a plus de voitures à combustion, c'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les usines qui ont dégagé, la qualité de l'eau s'est améliorée, la qualité de l'air s'est améliorée. Enfin, c'est fou les progrès qu'ils ont fait là-dessus en l'espace de quelques années, tu vois. Et l'impact que ça a dans le monde, surtout, c'est ça qui est fou. Parce que tu vois, nous, en France, on est obsédés par le climat, mais on est un tout petit pays, si tu veux. Voilà, imagine demain, toutes nos voitures sont électriques. Bien sûr, c'est cool pour notre qualité de vie, mais ça va pas changer le monde, quoi. Alors que la Chine, tu remplaces toutes les voitures combustion par des voitures électriques en Chine, bah tu le sens à l'échelle mondiale, en fait. Donc c'est fou. Moi, je trouve que c'est incroyable, les changements qu'ils ont eus récemment, c'est fou contre ça. Après, quelle est la politique exactement, j'en sais rien. Moi, je juge ce que je vois. Sylvie, qui demande, à propos de l'affaire Wang Wang, sais-tu ce qu'il est advenu des personnes impliquées et comment leur entourage ou l'opinion publique chinoise a réagi? Plus largement, comment les questions liées à la maltraitance animale, notamment au niveau des chiens, sont perçues et débattues en Chine? Alors oui, j'ai noté ta question, Sylvie, je suis désolé, je connais pas du tout l'affaire Wang Wang, je sais pas ce que c'est, je suis désolé, je voulais faire la recherche avant de faire la vidéo, je suis désolé, j'ai pas fait, mais j'imagine que, sans faire de recherche, j'imagine que, je sais pas, il y a dû y avoir un reportage qui est sorti en France là-dessus, et ça a fait scandale parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont dû le bouffer, c'est ça, voilà. Alors, plus largement, la question de est-ce que c'est vrai que ça bouffe du chien et tout, on me la pose souvent, donc je peux y répondre. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, basé sur mon expérience, c'est que en 10 ans de Chine, écoute, je n'ai jamais vu personne bouffer du chien ou même proposer du chien dans un restaurant. Alors, je sais que les mauvaises langues me diront oui, mais tu sais pas, ça se trouve c'était caché dans le menu, machin. Peut-être, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais vu personnellement, et même avec les gens avec qui je parle, ils me disent toujours non, ça c'est un truc de mecs dans leur campagne, peut-être, effectivement, ils ont dû bouffer du chien une fois. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que surtout ils me répondent en me disant non, mais c'est comme vous, les Français, vous bouffez du lapin. Et j'étais là en mode bah ouais, et alors c'est quoi le problème, tu vois? Il me dit ben ça se mange pas le lapin, enfin c'est un animal de compagnie, vous êtes malade de manger ça. J'étais là. Ok, bon, bah nous on est choqués parce que vous mangez du chien, bon, c'est pas vraiment vrai a priori, et puis vous êtes choqués parce qu'on mange du lapin, bon ça par contre, ouais, on en mange, clairement, et le pire pour eux, ce qui est le plus choquant, c'est le cheval. Pour eux, c'est pas possible de manger un cheval. Bon après c'est culturel, j'imagine, tu vois, il y a des civilisations, je sais pas, en Inde ils mangent pas de vache, bah, les Chinois ils mangent pas de cheval, mais ils mangent du chien, bah nous on mange pas de chien, voilà. Bon bah chaque culture a ses tabous culinaires, quoi, on va dire. Allez, on termine par la dernière partie sur tout ce qui touche à la création de contenu, Chinois Tips, YouTube, même des questions sur mon travail que vous m'avez posé. Question de Horde, AURD, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Bonjour, comment avez-vous commencé votre plateforme de formation, votre chaîne YouTube? Quel process, quelle galère, quelle méthode? Oula, question assez large. Alors, quand et comment? Alors, je l'ai créé en 2018, il me semble, donc ça remonte un peu, et j'avais commencé un peu à y réfléchir avant, mais on va dire le lancement officiel, c'était ça, 2018. Comment? Eh ben, tout simplement, j'ai créé une plateforme en ligne sur un outil qui permet d'héberger des cours. Il y en a plein aujourd'hui, hein, tu prends celui que tu veux, et puis après, j'ai créé une chaîne YouTube. Alors à la base, j'avais créé un blog, moi, j'étais parti de ça, pour créer du contenu, pour pouvoir attirer des personnes sur la plateforme, pour me faire connaître en fait tout simplement, parce qu'à l'époque je lisais beaucoup de blogs et j'aimais beaucoup ça, et j'ai créé une chaîne YouTube après, parce que c'est vrai que le blog c'est très long, ça marche mais c'est très long, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir dans une autre question, mais ouais, c'est clair que ça prend du temps. Donc la chaîne YouTube, en fait, c'était plus une manière de toucher des personnes qui veulent un peu une preuve, parce que le problème quand tu écris des blogs, c'est que
super, ça va vite parce que c'est facile d'écrire des blogs, mais le problème c'est que les gens ils peuvent pas te juger sur ta méthode ou sur ton chinois, sur un article. C'est vraiment la vidéo, le format star hein, dans les langues forcément, puisque tu peux voir, entendre parler et même lire la personne. Donc c'était ça. La raison pour laquelle j'ai lancé YouTube à la base, c'était une petite vitrine de ma pédagogie quelque part pour que tu puisses juger tout simplement. Est-ce que ce mec il est intéressant? Est-ce qu'il raconte? Est-ce que je comprends ce qu'il raconte? Et puis est-ce qu'il est légitime ou pas? Parce que voilà, quand tu as un blog, tu dis que tu enseignes le chinois, les gens ils te disent ok très bien mais t'es qui? Je te connais pas, je te fais pas confiance quoi. Voilà. Donc YouTube permet de créer un peu de cette confiance. Quel process, quelle galère, quelle méthode? Alors ça, je pourrais pas te répondre parce que actuellement, comme je relance la chaîne, je suis en phase où je reconstruis tous les process. Donc comme tu as vu, ça change beaucoup. Je tente des formats, je teste des trucs. J'ai pas de process pour l'instant. Je suis en mode R&D quoi. C'est-à-dire je teste. Je teste plein de formats et je regarde. Quelle galère? Bah, la galère, c'est la même que tous les créateurs de contenu, hein, c'est que ça prend du temps. Le contenu vidéo, c'est celui qui prend le plus de temps et qui est le plus galère à construire. Parce que, en plus, une fois que tu le postes, tu peux pas le modifier. Alors qu'un article de blog, l'avantage, c'est que tu peux le mettre à jour, tu peux changer, l'améliorer, l'enrichir. Alors qu'une vidéo, une fois que tu l'as postée, c'est fini, tu peux plus y toucher. Hein. Tu peux juste enlever des morceaux pour les copyrights et compagnie, mais tu peux pas rajouter du contenu. Donc c'est ça la galère principale. La galère principale d'un créateur de contenu, de manière générale, c'est de se faire connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création de contenu, c'est devenu immense. Il y a énormément de créateurs. Et ce qui est difficile pour quelqu'un qui débarque, c'est de faire sa place. C'est de se dire pourquoi je viendrais écouter toi plutôt qu'un autre. Donc il faut que tu arrives à te différencier, à te positionner, à expliquer elle est où ma valeur ajoutée par rapport à tous les autres créateurs, parce qu'il y en a plein. Toi, même pas qu'en France, mais même dans le monde. Quoi. Donc la galère principale, c'est clairement comment tu fais pour te... C'est quoi ton concept quoi? Pourquoi je viendrais t'écouter toi plus qu'un autre? Voilà, faut réfléchir à ça. Quelle méthode? Bah, la méthode principale que j'utilise, alors pendant longtemps ça a été le référencement organique, donc ce qu'on appelle le SEO aussi, si tu connais un peu le jargon de l'industrie. L'idée c'est simplement que tu vas être visible là où les gens font des recherches. Donc ça peut être sur Google, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être même dans les annuaires des fois, ou sur les IA maintenant. Donc il faut être présent là où les gens cherchent. Donc moi pendant longtemps ça a été mon canal principal. Aujourd'hui j'essaye de me comment on dit merde, je vais pas me différencier, mais pas avoir tous mes œufs dans le même panier, si tu veux, parce que pendant longtemps, toute mon acquisition dépendait uniquement de Google, et c'est pas confortable en fait. Même si ça marche bien, c'est pas confortable, surtout qu'en plus en ce moment, il y a pas mal de changements avec les IA et compagnie, donc t'as pas envie d'avoir tous tes œufs dans le même panier. Donc pendant longtemps, j'ai créé du contenu écrit, format blog, et après, j'ai créé aussi des podcasts, des vidéos, même des forums et compagnie, des newsletters aussi. Tu reçois peut-être ma petite lettre quotidienne tous les matins. Mais effectivement, je suis en train d'un peu évoluer. C'est-à-dire pousser plus la vidéo parce que j'ai pas envie de dépendre à 100% de Google, parce que l'algorithme change tout le temps, et voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça marche, mais demain je sais pas, tu vois. Voilà, essayer de différencier un petit peu, de pas tout avoir au même endroit. Audrey qui demande est-ce que tu arrives vraiment à vivre de Chinois Tips? Oui, complètement. Comme je te disais, donc j'ai commencé en 2018. Alors au début, évidemment, je gagnais rien. Enfin, c'était des clopinettes. Après, j'ai commencé à me mettre pro. C'est-à-dire vraiment dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais en faire mon activité principale pendant au moins un an, en 2019, donc l'année d'après. Et cette année-là, elle a été difficile parce que forcément, il faut tout construire. Hein. L'audience, les formations, l'école en ligne, et puis aussi le système qui permet aux gens de découvrir, quoi. Enfin, de convertir, c'est-à-dire de convaincre des élèves, de dire, regarde, mon école en ligne, elle est cool, tu peux apprendre tel truc. Donc tout ça, ça prend du temps. La première année, j'en ai pas vraiment vécu, c'est plus de la survie, on pourrait dire ça comme ça. Et là où j'ai commencé vraiment à en vivre, c'était pendant le Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à apprendre le chinois. En même temps, ils étaient à la maison, voilà, ils avaient du temps, ils se sont dit tiens, je vais pouvoir enfin me mettre à mon projet qui date depuis longtemps. Ou tout simplement, ils suivaient des cours en présentiel, tu vois, et puis voilà, ils étaient bloqués par le Covid. Donc voilà, ils se sont mis à apprendre le chinois, et là, ouais, il y a eu un pic, quoi, tu vois, il y a eu un avant et un après. Là, après, je pouvais dire oui, je peux en vivre confortablement, tu vois. On peut toujours améliorer, hein, mais en tout cas, avec le Covid, ça m'a mis en avant. Voilà, donc oui, tout à fait, Audrey.
Hugues qui demande combien de personnes ont suivi tes formations depuis le début de Chinois Tips, combien en suivent actuellement et quelles sont les formations gratuites et payantes qui rencontrent le plus de succès. Waouh, plein de questions, Hugues. Questions business, je vois. Alors, combien de personnes ont suivi les formations depuis le début? Attends, je vais aller voir en même temps. Je pense qu'on peut aller. Attends, j'ai pas préparé la réponse, désolé. Je vais te dire combien de personnes actuellement, là, tout de suite, au moment où je tourne. Si tu me donnes 2 minutes. Alors, attends, je suis 9194, voilà. Donc 9194, ça comprend tout le monde, même les personnes qui ont suivi les formations gratuites, parce que tu sais que je propose une seule formation gratuite, j'en parle dans toutes les vidéos quasiment, c'est tout mon petit espace que j'ai créé là pour les débutants, avec un petit parcours d'initiation, qui te donne un peu les bases, qui t'explique quoi travailler, dans quel ordre, et dans lesquels tu trouves aussi toutes les petites classes que j'ai pu faire avec mes élèves, toutes les petites fiches que j'ai créées, enfin c'est assez complet, c'est trop bien je trouve, et franchement, allez voir au moins, regardez, c'est gratuit en plus. Et donc là, il n'y en a qu'une, c'est celle que je mets en lien, en description de lien dans tous mes contenus, j'en parle dans toutes les vidéos, tous les articles de blog. Franchement, si tu l'as pas, Hugues, qu'est-ce que t'attends, tu vois? Maintenant, pour le payant, c'est différent parce que c'est structuré différemment. Le payant, c'est construit par module. Donc, il y a un module sur la prononciation, sur la grammaire, sur les caractères, sur l'oral, l'écoute, tu vois, si tu veux travailler ton oral. Il y a un module sur tout. Donc, ça dépend ce que tu veux travailler. Au total, il y a 12 modules. Et il y a également des petits manuels que tu peux suivre pour travailler d'autres sujets. Donc là-dessus, celui qui marche le plus, c'est sans spoil, quoi. C'est pas très étonnant, c'est le module pour les débutants, pour les personnes qui partent de zéro et qui veulent travailler l'oral, par exemple pour un voyage. Ça, je suis pas surpris de te dire que c'est celui qui a le plus de succès, évidemment. En moyenne, combien de temps les élèves restent en formation? Ça, c'est très difficile à dire, Hugues, parce que, en fait, tu peux pas mesurer ça, parce que comment je fais pour savoir quelqu'un qui reste en formation? Quelqu'un qui suit mes vidéos, évidemment, je peux le voir sur la plateforme en ligne, mais après, s'il fait une pause, par exemple, pour aller pratiquer, ou j'en sais rien, comment je fais pour savoir? J'en sais rien, en fait, parce que des fois, il y a des personnes qui suivent la formation, qui pratiquent, et qui reviennent me voir 6 mois plus tard en me disant « Ah tiens, c'est bon, je me sens prêt pour le niveau d'après. » Voilà, ok, très bien. Mais ça veut pas dire que pendant 6 mois, elle était en pause, tu vois. Bon, c'est dur à dire. Combien de temps les élèves restent-ils en formation? Je sais pas. Il y a des personnes qui restent 1 mois, il y en a d'autres qui restent 10 ans. Hein. J'ai des élèves qui me suivent depuis 10 ans déjà, et merci à vous encore. Mais ça dépend. Et puis ça dépend à quel niveau tu veux aller. Est-ce que tu veux juste faire un voyage? Est-ce que tu veux après derrière travailler, communiquer au quotidien? Ça dépend. Donc ça, c'est très difficile à mesurer parce que les outils que j'ai pour mesurer ça, ils sont pas assez précis en fait. Armande qui demande pourquoi ne pas avoir ouvert des formations avec des cours en présentiel. Parce que c'est complètement différent en fait, Armand. C'est vraiment un autre univers, les cours en présentiel. Toi, ça demande de louer un local, de trouver des élèves autour de chez toi, et puis c'est pas du tout le même enseignement non plus. T'as pas les mêmes outils. Tu vois, t'es face à une classe en présentiel, t'es limité par le nombre d'élèves. Enfin, c'est un autre univers. Je connais pas du tout ce monde. Je saurais pas quoi te dire. Juste que c'est pas mon univers en fait. Moi, je suis vraiment spécialisé sur l'enseignement en ligne, avec une plateforme créée pour ça, pour les personnes qui sont autonomes et qui veulent apprendre en autonomie, ou alors avec un tuteur, mais en visio, tu vois, sans avoir à se déplacer dans un centre. C'est justement ma différenciation, tu vois, de dire que avec moi, tu n'auras pas besoin de te déplacer. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire des cours en présentiel parce que ça exclurait tous mes élèves, en fait. Enfin, je pourrais le faire à Paris, tu vois, mais puis ce serait un nombre de places limité. Enfin, c'est vraiment pas mon truc, en fait. Donc, je n'ai jamais considéré faire ça. Anne, pourquoi est-ce que ta femme, qui est chinoise, n'intervient pas davantage dans tes vidéos? Ce serait intéressant d'avoir le point de vue et les explications d'une native. Ouais, tout à fait, Anne. Alors, pour l'anecdote, Anne, on a essayé de le faire une fois, il y a très longtemps, hein, c'était vraiment au début, et ça n'a pas marché, en fait, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé parce que ma femme, c'est ma femme, d'accord, c'est pas une enseignante, elle n'est pas dans le domaine de l'enseignement des langues, elle est dans la musique, c'est pas parce que t'es natif que t'es pédagogue, en fait. C'est pas parce que t'es français que t'es prof de français. C'est pas parce que t'es chinois que t'es prof de chinois. Donc c'est pas son métier, c'est pas son truc. Même la création de contenu, j'ai senti que c'était pas son délire. Et puis même moi, au travail, j'ai pas la même personnalité que dans le quotidien, tu vois. Donc au travail, je suis une personne différente. Et c'est très difficile, je trouve, de travailler avec son conjoint. Ça crée des dramas, à mon avis, qui sont assez violents. On l'a fait une fois pour tester, d'accord? Ça s'est pas bien passé. Maintenant, travailler avec des natifs, oui, ça je l'ai déjà fait.
notamment avec Amy de Top Chinois, on a fait des contenus ensemble. Ça se passe très bien quand tu es avec quelqu'un de ton univers, si tu veux, qui comprend ce que tu fais, qui comprend ce que tu cherches, qui comprend un peu ta méthode. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien le refaire, des trucs en duo, tu vois, avec un natif. Je trouve que la combinaison non natif, elle est trop bien. Faudrait que je creuse ça. Par contre, voilà, ça demande 2 personnes, donc c'est pas facile, tu vois, même avec Amy, on doit trouver un créneau en commun. Des fois, je suis en Chine, elle est en France, et inversement. Et c'est pas évident, donc c'est un truc que j'aimerais bien faire, effectivement. Mais c'est difficile de trouver quelqu'un en plus qui correspond à ton style. Tu vois, moi j'ai un style un peu troll des fois, c'est-à-dire je pique, vraiment je sais où ça pique, où ça fait mal, donc je vais appuyer là et j'attends de la personne en face de moi qu'elle réponde, quoi, qu'elle me mette un coup de poing en retour, quoi. Malheureusement des fois les Chinois ils font oui mais ils pensent non dans leur tête. Donc ça marche pas, il faut quelqu'un qui a un peu de caractère, qui ait pas peur de me répondre, quoi. Donc voilà, c'est dur de trouver des personnes, voilà, des binômes avec qui faire ça. Mais pourquoi pas réessayer un jour, j'aimerais bien. Merci pour tes vidéos, dit Romain. Même les anciennes sont excellentes, merci à toi. Vas-tu refaire des lives courts d'1 heure environ sur l'utilisation d'un caractère en particulier? Oui, je pense que tu parles des cours en direct que je faisais là, tu sais, où on prenait un caractère et puis on analysait. Oui, ça c'est prévu. J'en ai encore plein à traiter. Mais je sais pas comment je vais organiser ça parce que j'ai pas envie de faire un truc qui fait genre 8 saisons. Je sais pas comment je vais organiser ça, mais par contre, comme ça a bien marché cette année, je vais continuer parce que j'ai d'autres caractères que j'ai pas fini de traiter. Mais j'aimerais mixer un peu plus pour pas que ce soit toujours pareil. Tu vois, on avait fait un cours la dernière fois sur la particule LE avec les exercices, ça a très bien marché. On avait fait la théorie sur YouTube et la pratique ensemble. Ça c'est un truc que j'aimerais bien refaire, tu vois. Peut-être à la rentrée, peut-être pourquoi pas. Donc ouais, c'est prévu, Romain. Laurence qui demande des conseils pour me lancer dans la création de contenu. J'ai une chaîne YouTube que je galère à monétiser. Ouais, c'est ce que je disais un petit peu. Alors c'est la question de qui tout à l'heure, au AURD là. En fait, le plus difficile au début sur YouTube, c'est déjà de comprendre à qui tu parles. Parce que sur YouTube, on a tendance à faire la connerie de croire qu'il faut faire comme les gros YouTubeurs, tu vois. Alors que pas du tout, parce qu'on joue pas au même game, comme ça que ça s'appelle sur YouTube. T'as le game des influenceurs, d'accord? Les mecs, ils veulent faire des vues, ils veulent faire des likes, des abonnés. Ce qu'ils cherchent, c'est du volume, tu vois, parce qu'ils monétisent avec de la pub. T'as forcément déjà vu les pubs NordVPN et compagnie. Ça, pour que ça paye, il faut beaucoup de volume. Donc ça, c'est des personnes qui vont créer des vidéos qui sont virales, qui vont parler à tout le monde. Ils s'en foutent à qui ça touche, tant que ça touche des gens, si tu veux. Il faut bien comprendre que nous, en tant que formateurs, si c'est ce que tu me demandes, Laurence, par rapport à la formation, j'imagine que oui, sinon tu ne me demanderais pas. Faut bien comprendre que nous, on est dans un game qui est complètement différent. On s'en fout complètement de faire des vues. Ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir des fans, c'est d'avoir des élèves. Et surtout, qui suivent les cours et qu'ils aient des résultats. Parce que c'est ça, en fait, qui permet de prouver après aux autres en disant, regarde, ce que je te propose, ça marche. Lui, il a testé, il a eu tel résultat, tu vois. Ce qu'on veut, c'est avoir un maximum d'impact sur les personnes. Et pas tellement de toucher monsieur tout le monde. Donc, il faut bien comprendre déjà où tu te trouves, en fait. Sur quel type de contenu tu vas créer. C'est pas grave d'avoir 100 vues sur une vidéo si tu as eu 100 élèves derrière. Je dis n'importe quoi, mais tu comprends l'idée. Alors que tu as des mecs qui font des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, mais derrière, il n'y a rien. Enfin, si tu veux, voilà, ils vendent leur pub, quoi. Ils vendent du NordVPN. J'espère que c'est pas ce que tu veux proposer, parce que c'est de la merde en plus, ce VPN. Donc, vraiment, il faut comprendre sur quelle niche tu te trouves. Et surtout, YouTube, c'est très long. C'est un truc très long terme. Franchement, YouTube, il faut viser au moins 1 an dessus. Donc, il faut que tu arrives à créer un contenu qui répondent à 3 conditions. Déjà, il faut que ça réponde à l'intérêt d'une audience, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent ce que tu racontes intéressant. Deuxièmement, il faut que toi, ça te plaise. Ça, c'est difficile aussi. Tu as des personnes qui créent du contenu, mais ça les saoule. Ça sent qu'ils en ont marre. Enfin, ça sent qu'ils racontent des trucs, ils n'ont pas envie d'être là. Ça se voit, tu vois. Mais il y a une demande, il y a une audience, si tu veux. Donc, il faut que ça te plaise, parce que comme tu vas tenir longtemps, au moins 1 an, ce que je te disais, tu vas avoir besoin de beaucoup d'endurance, de résilience, tu vois. C'est un jeu de résilience, YouTube. Il faut créer du contenu et il faut que le process te plaise, parce que sinon, tu ne tiendras jamais. C'est ça la barrière à l'entrée la plus dure au début, c'est les gens ils abandonnent pas parce que c'est difficile techniquement, mais parce qu'ils en ont marre, quoi, ils n'ont pas de résultat derrière. Tu vois. Donc il faut avoir cette mentalité de résilience, quoi. Il faut que tu te tiennes sur la durée. Il ne faut pas te dire si au bout de 3 mois ça marche pas, j'abandonne. Il faut te dire plutôt comment je peux améliorer un petit peu mieux mes vidéos à chaque fois. Tu vois. C'est vraiment dans le process qu'il faut trouver ton plaisir. Et dernière chose, il faut que techniquement tu sois capable de le faire. Parce qu'il y a des vidéos, des fois, moi j'ai ce problème-là souvent, c'est que j'ai tout à fait l'idée en tête, je vois parfaitement la vidéo que je veux,
j'ai les capacités, enfin j'ai l'histoire à raconter, mais je sais pas la monter, je suis pas monteur, d'accord, je suis pas youtubeur, je viens pas du YouTube game, voilà, je cherche pas à vendre du NordVPN, donc je n'ai pas les skills de monteur qu'il faudrait, en tout cas pour ce type de contenu. Donc des fois il me manque ça en fait, tu vois. Donc si t'as pas ces 3 trucs là, c'est compliqué de monétiser une chaîne. Moi mon conseil ça serait, ne cherche pas à monétiser tout de suite, cherche d'abord à trouver ta niche, trouve ton audience, prends du plaisir, grossis ta chaîne, et après tu te demanderas, ok, qu'est-ce que je fais? Comment je monétise? Sur quel game je suis? Est-ce que je vends du NordVPN? Est-ce que je vends mes services personnels, tu vois? Est-ce que je vends des cours ou quoi? Tu verras en fonction de ce que tu auras construit. Dernière question, Stéphanie qui demande, est-ce que tu exerces un autre travail en plus d'être notre professeur? C'est gentil Stéphanie. Alors ça m'arrive de temps en temps. Alors actuellement non, parce que je suis à plein temps sur Chinois Tips depuis 2018. Hein. Non, 2019, c'était l'année où je me suis dit ok je me lance. Maintenant, il y a eu des périodes où j'ai un peu, pas mis de côté, mais il y a eu des périodes où j'avais d'autres petites missions qu'on m'a proposées à côté qui des fois me faisaient du bien aussi, enfin plaisir mais du bien. Tu vois, récemment là par exemple j'ai participé à une masterclass d'un petit groupe de créateurs sur le web qui veulent vendre des conseils aux entrepreneurs, notamment aux thérapeutes qui se lancent, et donc ils ont fait une petite masterclass ensemble et j'ai participé, voilà, j'ai créé une masterclass sur notamment le référencement organique. Ça m'arrive de temps en temps, tu vois, de participer à des petits projets comme ça. J'aide des fois des amis aussi qui lancent des sites à les construire correctement, à bien les référencer, parfois aussi sur le côté vente, marketing. C'est dur aujourd'hui, tu vois, sur Internet d'exister. Donc, comment est-ce que tu positionnes ton truc et tout, comment tu construis ton offre et tout. Ça m'arrive, en fait, tu vois, il y a des par bouche à oreille, en fait, c'est surtout ça. On me propose une mission, ça dure une semaine, voilà, j'ai un peu de temps en ce moment. Donc, je le fais parce que ça me fait plaisir aussi d'aider des gens et puis ça me permet d'avoir un réseau professionnel derrière si j'ai besoin d'aide un jour, tu vois, on sait jamais. Et puis, ça me permet aussi de tester mes skills sur d'autres thématiques, pas que sur le chinois. Maintenant, je dois être honnête, Chinois Tips a beaucoup grossi ces dernières années et ça me demande énormément de temps au quotidien. Donc j'ai de plus en plus de mal à trouver du temps pour faire d'autres trucs. Actuellement, non, je suis plein temps sur l'école et surtout, je prends beaucoup de plaisir en fait à continuer. En fait, mon plaisir, moi, il vient surtout de la partie recherche et développement, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire tester des nouveaux canaux, tester des nouvelles approches, tester des nouveaux angles, tester des nouvelles formules. Je suis toujours dans le test en fait, c'est ça qui me drive si tu veux, c'est-à-dire que me dire, je te propose pas tout le temps pareil. D'ailleurs, si tu suis mes petites lettres quotidiennes, tu l'as bien vu. Chaque jour, j'essaye de trouver un truc nouveau à te proposer. Tu vois, je suis pas tout le temps en train de te dire, tiens, on va apprendre le mot du jour, ou tiens, on va parler de telle capsule YouTube. Bon, je l'ai fait pendant longtemps. T'as vu, quand j'ai commencé YouTube, je faisais toujours la même chose. Maintenant, je suis plus dans une optique de développement, de test. Ouais. Donc, je prends pas mal de plaisir là-dedans. Et pour l'instant, je continue comme ça. Tant que ça me plaît, je développe ce truc-là. Et puis peut-être un jour, je trouverai vraiment un angle qui marche trop bien et peut-être je bourrinerai dessus. Mais pour l'instant, je prends mon plaisir surtout dans le test, dans le développement de nouvelles techniques. Voilà, bah écoute, c'était la dernière question. J'espère qu'il ne fait pas trop noir parce que ça a duré assez longtemps, 2 heures de FAQ. Merci à toi si t'as suivi jusque-là, t'es un warrior, franchement, t'es fou d'avoir tenu ces 2 heures-là non-stop. Merci beaucoup, et puis peut-être à une prochaine, alors je ferai pas de FAQ avant longtemps, mais pourquoi pas, si je reçois beaucoup de questions, on sait jamais. Et n'hésite pas à me dire quel sujet tu aimerais voir sur la chaîne. Comme je te le disais juste avant, je suis encore dans une démarche très de test, donc je teste beaucoup de formats, de concepts, des longs, des courts, vraiment des nouvelles méthodes, quoi. Donc n'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu aimerais voir et puis j'essaierai de te développer ça. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'ici.